Bon, alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Effectivement, on n'est pas sur le dispositif habituel. Pourquoi? Puisqu'en ce moment, il y a Média en scène. Alors, Média en scène, c'est un forum qui a lieu tous les ans. Alors, ça fait quand même quelques années. La dernière fois que j'y étais, c'était il y a quelques années déjà. Et voilà, c'est le retour de Média en scène. Et aujourd'hui, ils ont décidé donc de continuer à s'intéresser à ce qui se fait sur Internet, ne sont pas linéaires et qu'ils évoluent en continu. Et aujourd'hui, justement, on va recevoir Vincent Giré, qui est directeur de l'information et des sports chez Radio France. Entre autres, on va avoir pas mal de sujets, pas mal de choses. Et justement, on va en profiter, on va plutôt demander à Vincent Giré, lui, de nous expliquer exactement ce que c'est que Média en scène. On va le recevoir tout de suite, pendant que Ken... Ah, c'est pas Vincent, c'est Ken. Mais Ken est de retour. Excusez-moi. Je sais, c'est catastrophique. C'est pas grave. On a remis un micro, on va essayer déjà de le tester, voir si ça fonctionne. Merci Lox, tu as été incroyable, je t'ai entendu en régie. On vous entend tous très bien, hein, sachez-le. Et merci au chat. Et c'est pratique d'avoir justement ce retour chat. Est-ce que pour mon son, c'est OK à présent? Impeccable. Voilà, bonjour à tous. Hein. Désolé évidemment de vous avoir. Tu nous as manqué, Ken. Voilà. Vous m'avez manqué aussi. Bah, nous, on s'entendait, hein, tout allait très bien, mais malheureusement, voilà, tout ça a bugué un tout petit peu. Je te propose de recevoir Vincent Giré tout de suite. On y va sur l'autre partie de plateau. Comment ça, pas tout de suite? D'accord, pas tout de suite. D'accord, pas tout de suite. Alors, très bien, donc on fait quoi? Mon week-end. Allez, alors sinon, Marie... Raconte-moi ta vie, il n'y a pas de problème. J'ai tiré à l'arc ce week-end. C'est vrai, nouvelle passion. Non, parce que ça fait mal. Oh voilà. Alors ça, c'est l'accident. Le retour de corde ou c'est... Retour de corde, c'est ça? C'est ça, c'est le retour de corde qui fait ça. Ouais, je me suis prise pour Legolas, et ben ça a duré 2 secondes. Mais très fun. Alors, il y a de la protection, hein, justement. Hein. Tu sais, t'as des trucs de protection pour éviter de prendre ça. D'habitude, tu n'y penses pas. Cet été, pareil, de tir à l'arc, mon fils, il s'est fait des marques tout le long du bras. Moi, je ne suis pas allé parce que je ne sais pas tirer. Quand t'as le bras tendu comme ça, souvent, t'as la corde qui remonte ici. En fait, t'es tellement concentré sur le mouvement que tu ne fais pas attention. Et après, tu fais aïe. Ouais, j'ai connu. Et bien, écoute, Marie, on va mettre de la pommade. Oui. Hein, qu'est-ce que tu veux? Merci de nous avoir raconté ton week-end. On va immédiatement passer avec Vincent sur le côté du plateau. Hop là, pour recevoir ici et parler un peu de Média en scène. Bonjour Vincent, comment vas-tu? Très bien. Merci de venir, merci de nous prêter ce plateau, c'est magnifique hein, ici, hein, vraiment absolument sublime. Alors, est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu pour les spectateurs de Starter ici? Alors, je m'appelle Vincent Giré, je suis directeur de l'information et des sports de Radio France. Ah, quand même. Et j'ai cofondé ce festival dont on va parler avec nos amis des Échos, festival Média en scène. Donc, c'est vraiment un lieu à ciel ouvert à tous, gratuit, pour réfléchir à l'avenir des médias. Et notamment à la question des jeunes publics et des jeunes générations qui s'investissent beaucoup dans les médias en ce moment. On voit bien sur le climat. Et donc ils sont là. Et c'est la moitié de l'audience des 7000 personnes qui vont venir aujourd'hui à Radio France ou aux Échos ont moins de 35 ans. Ah ouais? Et on est... Voilà, c'est pour ça que c'est important pour moi de passer aussi avec vous, Ken, et je suis très content d'être là. Ça existe depuis combien de temps, Média en scène? Alors 5 ans. 5 ans, alors on dit 5 ans, c'est peut-être la maturité, mais 5 ans, on est content. Et c'est vraiment un endroit où il y a les petits médias, les grands médias, la radio, la télé, la presse écrite, les newsletters, des choses plus hybrides, du Twitch. Du Twitch. Voilà. Du Twitch. Vous faites du Twitch, vous À Radio France, oui. Ouais, à Radio Tout à France. fait. France Inter, France Info. Sur France Info, c'est Manon Mella, tous les soirs. Ah ouais, Manon Mella. Et puis avec nos cousins de France Télévisions, Samuel Etienne, voilà, on tout à fait, bien entendu, on l'embrasse. Donc pour nous, c'est intéressant parce que pour une maison de radio à laquelle j'appartiens, Twitch, c'est proche de la radio. C'est tellement vrai. Et voilà. Et la magie de la radio, c'est l'intimité, c'est voilà, on se parle, c'est naturel. C'est du direct. C'est du direct, exactement. Et là, en plus, il y a l'interaction, c'est magnifique. Ouais, ça, j'avoue que c'est vraiment très, très, très bon. Le but de Média en scène, à part faire découvrir peut-être un peu les médias traditionnels aux jeunes, il y a d'autres buts que tu vas atteindre via Alors, tu vois, moi, je participais, par exemple, je sors là d'une table ronde sur la question climatique. Bon. Ouais. Et c'est un sujet énorme pour nous journalistes. Ouais. C'est un sujet pour tout le monde. Mais tu vois, moi, j'appartiens à une génération pour qui ça n'a pas été le sujet. Et puis maintenant, ça y est, ça l'est vraiment. Et nous, on se rend compte, si tu veux, tu vois, moi, à Radio France, on a 800 journalistes. Ouais. Eh bien, dans nos 800 journalistes, ceux qui ont vraiment une compétence scientifique, en fait, sont très peu nombreux. Or, le sujet du climat, et c'est vrai dans toutes les rédactions, hein, mais, et on fait pourtant beaucoup d'antennes sur ces sujets-là. Alors on progresse beaucoup, on a des émissions dédiées, et aujourd'hui on a commencé à former nos journalistes, parce que les journalistes politiques, les journalistes économiques, les gens qui font des news, des journaux, etc.,
s'ils n'ont pas un minimum de connaissances sur ces sujets-là, C'est vrai. ils ne posent pas les bonnes questions. C'est Ils se vrai. laissent enfumer. Quand tu es en direct et que tu as affaire à un homme ou une femme politique, si tu n'as pas un minimum de background sur le sujet, eh ben, tu ne vas pas lui dire « Non, mais là, vous avez comparé un parc éolien de 50 éoliennes en mer avec un réacteur nucléaire. Ben, en fait, ça ne veut rien dire. Ouais. Je prends l'exemple là parce que pendant la campagne... C'est quelque chose qui est arrivé. C'est quelque chose qui est Voilà, arrivé. exactement. Ça me hérisse les cheveux sur la tête personnellement. Docteur en mathématiques, hein, si vous cherchez des scientifiques, Ah, évidemment, bah, journalistes, n'hésitez pas. N'hésitez pas ici. Mais c'est vrai que les chiffres sont souvent manipulés et dans ces questions du inconnu. climat, c'est très inconnu. Exactement. Très inconnu. Il y a beaucoup de En méconnaissances. effet. Beaucoup. C'est aussi la vérité. Bah, c'est très 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 cool, en tout cas, que la plupart des médias se rendent compte aussi d'un peu ça, C'est maintenant. de par de Honnêtement, il y a eu l'accueil un du manque. déclic. C'est très cool. C'est vraiment très très cool. Pourquoi Qu'est-ce qui a déclenché justement ce Alors, petit tu vois, pour déclic nous, là l'expérience, ça a été le Covid. Ouais. C'est presque une Le expérience... Covid, c'est une expérience presque- scientifique finalement. C'est exactement ça. Ouais. Et c'est une expérience sur le journalisme. C'est presque un crash test. Qu'est-ce qui se passe quand tu as une actualité comme le Covid, qui est un sujet incroyablement scientifique, qui écrase tout le reste? Tu as un sujet scientifique qui écrase presque toute l'actu. Nous, sur nos antennes comme France Info, France Inter, sur les plages d'information, il y a eu par moment, pendant le confinement, jusqu'à 80-90% du temps qui était réservé à ça. C'est un truc de fou. Et donc on a appris, ça a été une phase d'accélération, mais on a surtout rencontré des limites. Et on s'est dit, au fond, ces sujets-là, qui sont de plus en plus présents dans l'actualité, les questions de santé, de pandémie, les questions liées au réchauffement climatique, à la biodiversité, les questions d'énergie, les questions même de quotidien, qu'est-ce qu'on a dans notre assiette, comment on se déplace, comment on prend ses vacances, etc. Beaucoup de choses aujourd'hui ont une résonance sur des sujets scientifiques, et notamment climatiques. Et ça, si tu veux, on s'est dit, on peut plus simplement avoir quelques spécialistes dans nos rédactions. En fait, il faut que tout le monde soit concerné. Et c'est ça le déclic. Et le Covid a été une sorte de vraiment d'accélérateur pour changer d'échelle, pour se dire, bah là, en fait, on n'est pas à la hauteur de la situation. C'est un truc de fou de t'entendre dire des choses comme ça il y a encore 3-4 ans. C'est vrai que c'était pas trop des sujets qui étaient d'actualité. Aujourd'hui, on sent vraiment un shift avec ces sujets qui ouais. prennent Et puis l'été, une place dans l'actualité forte. Exactement. Et puis cet été, tu vois, il y a eu quand même des déclics. On a eu des sécheresses, des grands feux. Enfin, je veux dire, Oui. et ça, les Français ont Pareil, compris. le climat, c'est pas des événements ponctuels. Il faut voir Non. aussi une globalité Tu as d'événements. tout à fait raison. là-dessus. Tu as tout à fait raison. Mais si tu veux, je pense quand même que les Français ont touché quelques dérèglements, bouts de dérèglements, des choses qui étaient, voilà, l'année la plus chaude, le mois le plus chaud, etc., qu'on n'avait pas connu avant, et c'est descendu dans la vie quotidienne. C'est plus un sujet qui est exclusivement dans les labos de recherche. En fait, c'est des choses qu'on peut toucher, nous, maintenant. Tu et vois, ça, c'est un élément d'accélérateur. Il y a 43 ans, on fêtait la sortie du film Les Bronzés font du ski. Sortait du coup mi-novembre. Mi-novembre, ils étaient dans les stations de ski et ils faisaient de ski. Ouais. Aujourd'hui, mi-novembre, essayer d'aller faire du ski, c'est très compliqué, Exactement. sauf si monter très très haut en Et puis on altitude. voit aussi des stations, ça pose un énorme problème aussi, qui aujourd'hui font de la neige artificielle et des canons qui mettent de la neige artificielle sur les pistes. Il y aura bien les Jeux Olympiques au Qatar, probablement, donc partant de là, qu'est-ce que vous voulez que je te dise? Merci infiniment Merci, d'être venu merci à répondre à toi. toutes nos questions, c'était Super. passionnant. Vincent Giré, alors, où est-ce qu'on peut se renseigner un peu sur Média en scène? Peut-être Ah bah, si on écoute, venait c'est- externe au métier et qu'on veut se renseigner là-dessus? Eh bien, écoute, d'abord, il y a un site qui s'appelle Média en scène, et puis s'il n'est pas encore trop tard, la journée n'est pas terminée, donc venez à Radio France ou aux Échos, c'est ouvert, c'est gratuit, le public est le bienvenu, et plus on est nombreux, plus ça sera intéressant. Formidable. Merci, Merci. infiniment. Je À te laisse bientôt. continuer À ta bientôt, tournée. Pierre. À bientôt. Quel homme de métier, on sent la Et toi, bonne donc parole, etc. Ah là là. Et toi, là, quel Moi, professionnel! j'ai mis mon CV, on sait jamais. On sait jamais ce qui peut arriver quelque part de nos jours. C'est assez fou. Mais oui, mais vous savez pas à quel point ça compte, mais ça doit compter pour vous aussi ici, et peut-être pour vous aussi sur Twitch, d'entendre des médias traditionnels tenir en fait ce discours, d'entendre dire ah ouais, peut-être qu'on n'a pas les connaissances nécessaires pour qu'on traiter maîtrise pas. les informations que l'on a. C'est Nous, un aveu qui est hyper Ouais. humble. Et je trouve même d'un point de vue égocentré sur l'émission, qu'on soit accueilli au forum des médias, je trouve ça très très bien. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui a avancé. Ouais. Et qui a été initié certainement aussi par Samuel Etienne, qui est la figure de proue C'est de clair. la télé sur Twitch. Et je trouve qu'il y a Après, eu, ça fait une belle quelques... avancée. Même bien avant Samuel Etienne, parce que Ouais, moi, je mais- me souviens quand j'étais encore en école de journalisme, j'étais venue sur le Ouais. forum. Et pour le coup, je me souviens qu'il y avait une conférence avec Bertrand Hamar, il y avait Domingo, il y avait Oui, tout ça. Et ça donc, ils restait s'intéressaient... vachement, Alors, on n'était pas sur du niche. plateau et tout, ça Ouais. restait de niche. Bon, le présentateur disait du e-sport, hein, mais, Ouais. mais la démarche était là il y a déjà quand même au moins 5 ans. Ouais. 4-5 Là, ans. regardez, on a un plateau pour nous tous.
Et aujourd'hui, Ouais, ça- on peut voir ce genre de dispositif mis en place. Donc, on peut saluer tout de même. Ça a changé. Hein. Moi, dans le média, c'était pas Twitch était vu comme une curiosité. C'est ça. Bah là, il s'intéressait à Brut, typiquement. Parce que Brut était une nouvelle forme de média qui traitait avec un format assez différent, plus court que ce qu'on pouvait connaître. Il y a toujours un temps de latence. C'est-à-dire qu'il y a eu Snap qui est arrivé avec Brut, Combini, etc. Puis ensuite, il y a eu Twitch. Et le côté, non, ça demande des ressources, ça demande des moyens qu'on ne pourra pas déporter là-dessus. Et finalement, aujourd'hui, Twitch est devenu une verticale pour tout le monde. Après, nous, on a le Boro, là, sur la plateforme Twitch. On est venu avec nos sujets, les choses que l'on maîtrisait. On a créé les émissions sur ce qui nous passionnait. Donc, quelque part, on avait déjà un domaine d'expertise qu'on a amené dans les émissions. Là où, bien sûr, les médias traditionnels, il faut aussi remplir de l'actualité qui est de plus en plus complexe, qui n'est pas forcément tout le temps politique. Bref, on va parler un peu du menu principal du jour. On est déjà bien en retard, mais ces sujets sont passionnants. Avec au menu aujourd'hui, on va parler de Chris Hemsworth qui atteint peut-être ses limites. Il a fait des révélations assez incroyables sur son état de santé. On va voir que beaucoup d'acteurs, de par leurs conditions d'acteurs, mais aussi par les conditions de la vie, parfois mettent en danger leur santé et préfèrent lever un tout petit peu le pied sur leur carrière. On parlera aussi des Game Awards qui avancent à grands pas. D'autres infos arrivent évidemment. Quand est-ce que ça va durer? Combien de temps est-ce que ça va durer? Est-ce qu'on verra des jeux durant ces Game Awards? On a pas mal de confirmations. Puis enfin, on va parler budget du cinéma avec le film Fast X qui a donné tout simplement ses budgets. Où vont les budgets du cinéma? On comparera un peu les budgets cinéma d'il y a quelques années au budget cinéma aujourd'hui. Vous allez voir que les prix ont explosé de façon assez hallucinante, comme quoi l'inflation touche tous les secteurs, mais je pense qu'il n'y a pas que ça ici. Puis enfin, Marie, on a un invité aujourd'hui, il s'agit de Didier Borg qui viendra pour nous parler de Webtoon. Effectivement, je ne sais pas si le chat m'entend bien, mais Didier Borg, c'est le fondateur de la première plateforme de Webtoon en France. On reviendra donc aux prémices de ce qui était visionnaire à l'époque en 2011 et on fera aussi un état des lieux en 2022. Est-ce que l'audience, en tout cas française, parce qu'on va parler surtout de l'audience française, est assez mature pour la consommation numérique au vu des ventes, etc. Bien sûr, on rappelle, c'est pas une OP, on va parler juste de Webtoon de manière générale, absolument pas de publicité là-dedans. On enchaînera avec le reste de l'actualité. Tout à fait. Évidemment, la Select, qu'est-ce qu'on a dans cette petite Select? On va revenir sur quelques petites images qui viennent de tomber, un petit film qui sera de retour prochainement, une petite licence, Indiana Jones 5 par exemple. Alix n'a pas du tout envie d'en parler, je vous le cache pas. On reviendra aussi sur une guerre, oui. Quoi de mieux qu'une IA pour abattre une IA? Oui, le deepfake arrête pas de se démocratiser depuis quelques années sur Internet. Et ça y est, on a un premier outil qui arrive à les authentifier. Pour les authentifier? Et en temps réel, en plus de ça, IA vous allez voir. Les IA, et ouais, il n'y a qu'une IA pour battre une IA, je pense en tout cas. On reviendra sur la co-entreprise qui date du mois de juin, vous le savez peut-être, mais Sony et Honda ont décidé de créer des véhicules électriques. Et ce sera pas que pour conduire. Voilà, vous en saurez pas plus pour le moment. On enchaînera avec Microsoft et Sony, puisque oui, vous savez, Microsoft a racheté, enfin en tout cas essaye de faire l'acquisition de King, Activision et Blizzard. Cette fois-ci, ils essayent surtout de créer du lien, de faire du partenariat et de proposer, d'utiliser une petite propriété d'un petit jeu indé du nom de Call of Duty. On enchaînera avec de la bonne nouvelle, Ubisoft qui sera de retour, qui est de retour sur Steam. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'ils étaient partis. Ils sont partis il y a quelques années maintenant. Eh bien, on y retourne. Voilà, on est bien à la maison après tout. Vous connaissez Il y a une petite plateforme qui s'est pas si bien installée quand même. Je ne vois pas de quoi tu parles. Voilà. On reviendra aussi sur Mario Kart et ses cartes qui vont bientôt débarquer, ces nouveaux circuits de Noël, j'ai envie de dire, puisqu'ils arriveront juste avant. On reviendra aussi sur un de nos jeux de cœur, un de nos jeux préférés. Oui, la piraterie n'est jamais finie. Sea of Thieves qui fait revenir son PVP. Alors pas vraiment celle qu'on attendait avec l'arène séparée, mais du PVP sur Sea of Thieves, quoi de mieux? Rien. Voilà, sauf si vous préférez
les cow-boys bien sûr. Et on terminera avec une histoire de plagiat et une des séries que vous regardez peut-être actuellement sur Netflix. Oui, 1899 pourrait avoir puisé quelques inspirations sur une œuvre. Ça tombe souvent, ça arrive souvent, on va pas se mentir. Une de plus. Bah, voilà. Ce sera tout. La glissade. La glissade. Glissade peut-être dans la vie de Tom Clancy Bah aussi. ouais. Parce qu'on va se passer là-dessus, Nanix. On a tous glissé un peu sur un jeu de Tom Clancy. Un jeu de Tom Clancy, moi je suis inspiré par Tom Clancy. Je vais vous en parler. Ou une série, d'ailleurs. Ou même une série, plein de trucs. voire même des films et des bouquins. Cet homme est cross-média, il a influencé évidemment sa génération. Il a même été précurseur, vous allez voir, même au niveau des conflits géopolitiques. Bref, Mr. Tom est un grand homme. Je vous en parle évidemment en toute en émission. Merci, voilà l'archive du jour, vous l'avez vu, les bronzés font du ski, j'ai pu refaire ma blague ici, que j'avais fait là, vous m'avez pas entendu, j'en suis très content. Voilà, vous regardez Starter, votre émission d'actualité pop culture, c'est parti tout de suite avec le menu principal. Si on pouvait apporter de l'eau à Marie, ce serait très très gentil. Vous voulez être parce discrète, que faire peur, mais non. tu vois, mais ça, c'est l'esprit Twitch. On apporte l'esprit Twitch ici chez Radio France. Alors donc, qu'à la télé, on te dit tu crèves jusqu'au voilà, prochain, exactement. générique. Moi, je t'entends tousser. Je ne peux pas continuer l'émission en sachant que tu vas mal. Tu vois, c'est pas possible. J'ai une âme. Juste, je suis quelqu'un d'empathique. Donc, voilà, on va t'apporter un petit verre d'eau. Ne t'en fais pas. Juste le fais pas. Le renverse pas. On n'est pas chez nous ici. Non, oui, évidemment. On va parler de Chris Hemsworth, le nom le plus dur probablement à prononcer de l'histoire de Hemsworth. Liam, c'est pire. Liam Hemsworth. Ouais, Liam, c'est pire. Quand on enchaîne le prénom du petit frère, c'est plus compliqué. Vous savez, il est l'acteur qui incarne Thor et on applaudit. Oh, Nico. Merci beaucoup. Oh, champion. Voilà, on a toujours besoin d'hommes de l'ombre ici. On applaudit évidemment tous ceux qui sont aussi en régie et qui mènent cette émission jusqu'au bout. Donc Chris Hemsworth, il est dans le documentaire Limitless sur Disney+, où tout simplement, eh bien, il accomplit des défis physiques. 39 ans déjà, le pépère, ça rigole pas. Oui, plus vieux que moi. Voilà, tu la ramènes moins là maintenant. Qu'est-ce qu'il dit n'importe quoi. Alors déjà, 39 ans, pépère, non. Et non. Bah, franchement, il est quand même ultra physique. Il est gainé, comme dirait l'autre. Malheureusement, l'acteur a appris une très mauvaise nouvelle. Il est atteint de 2 copies du gène APOE4, qui est à l'origine d'Alzheimer. Voilà, donc il a malheureusement une très forte probabilité de développer la maladie d'Alzheimer en vieillissant, ce qu'il a appris évidemment l'a un tout petit peu bouleversé, l'a amené à réfléchir. Il déclare, ce n'est pas comme si j'avais donné ma démission, cette nouvelle a vraiment déclenché quelque chose en moi qui me pousse à prendre du recul. Il choisit donc de mettre un peu sa carrière en pause, ou en tout cas de diminuer ce qu'il voulait faire durant sa carrière. Vous voyez quelques images là justement de Limitless actuellement. Si bon sang qu'il est bien bâti. D'ailleurs, je crois quelques secondes avant, on le voyait avec son frère, je crois, en plus. Justement. Ouais. Son frère qui aussi est moins gainé que lui. Ils sont tous les deux australiens, c'est ça? Ils sont 3. Ils sont 3. Ouais, il y en a. J'ai plus le nom c'est Luke, je crois, le 3e frère Hemsworth, mais ils sont tous les 3. Ce sont 3. La Triforce, quoi. Ouais, la Triforce. Génétique. L'univers, c'est dit, on va tout mettre sur ces 3-là. Allez. Je peux dire que si l'univers va mal, tu envoies le triangle d'or, ça peut se régler très vite. Vous pouvez envoyer des cœurs à Chris, qui est vraiment quelqu'un qui a l'air assez incroyable et qui a des yeux juste d'un bleu extrêmement profond. Peu importe, dès qu'il aura fini d'honorer ses contrats en cours, donc probablement encore, voilà, c'est ça, encore des apparitions, que ce soit dans des Thor ou dans des futurs épisodes d'Avengers ou des séries Disney. Il mettra sa carrière en pause, voilà, tout à fait, exactement. On sait qu'il y a de toute façon, God of Thunder, là, comment elle s'appelle, celle qui prend sa relève là dans le dernier film Thor. Nathalie Portman. Nathalie Portman, c'est l'actrice, mais c'est quoi son nom de super-héros? C'est Mighty Thor.
Qui Mighty Thor. Mighty Thor, voilà, c'est ça. Mighty Thor, qui prendra probablement sa relève. On verra en tout cas comment ça va se passer. Sachez que c'est pas le seul acteur à avoir ce genre de problème. Michael J. Fox aussi a reçu un Oscar d'honneur. On le sait, atteint de Parkinson depuis très longtemps. Bruce Willis aussi. Bruce Willis, exactement, Mais lui aussi. C'est terrible parce que ce sont des maladies absolument affreuses. Mais quand on connaît l'amour qu'ils ont pour l'acting et le fait d'incarner un rôle, de retenir des lignes, etc., ça vient vraiment toucher en plein cœur leur métier. Ils peuvent plus reconnaître le visage de leur partenaire, ils ne sont plus en mesure de retenir leurs lignes. C'est absolument tragique, je trouve. Un artiste, un musicien qui perd sa voix. La voix. Tu vois, au-delà de la maladie, c'est vrai que tu prives le mec de sa soupape, de sa bouffée d'oxygène, en fait, tu vois. Franchement, l'annonce pour Bruce Willis, elle était moche. Alors, lui, comme il le dit, il va pas arrêter sa carrière du jour au lendemain, il va prendre du recul. Je pense faire les examens nécessaires, voir un petit peu ce qu'il en est. Puis c'est un homme qui a bâti, Chris Hemsworth, sa réputation et sa carrière au-delà des rôles qu'il a eu, sur ses performances physiques. La preuve, si on lui propose Limitless à faire, c'est pour le fait il aime bien repousser ses limites, quoi. Donc il va falloir qu'il se mette un petit peu, comme on dit, au vert, qu'il prenne un peu plus de temps pour lui, ses proches, sa famille, mais c'est jamais, quand tu l'as pas décidé et qu'on te l'impose, c'est toujours compliqué. C'est vrai, tu parlais de Bruce Willis, ils n'ont pas tous la même, évidemment, façon de gérer ça. Bruce a caché vraiment à tout le monde ses maladies, enchaîné les films un peu cachés. T'as peur, justement. Regarde, tristement, on peut parler de lui, parce qu'il est aussi dans l'actu avec Wakanda Forever, mais Chadwick Boseman, il avait, Spike Lee notamment, il avait fait tourner dans un film et a dit, mais si j'avais su, il m'a jamais rien dit. Si j'avais su, je l'aurais ménagé. Et ses proches expliquaient, c'est justement pour ce genre de réaction-là qu'il ne l'a pas dit. Parce que sinon, il n'aurait pas eu le contrat qu'il a pu avoir de manière très courte, du coup, chez Marvel. D'après vous, est-ce que le cinéma américain pousse un peu trop les acteurs à faire de la transformation physique, à faire des corps qui ne sont pas des corps très entre guillemets naturels? Combien de fois on a vu des... Et moi, je sais que c'est une des choses qui m'a à la fois toujours... J'étais d'une part admirative et de l'autre côté, je me disais, mais c'est trop en fait, c'est trop pour un corps en termes de santé. Combien de fois on a vu des comédiens prendre des 30 kilos, reperdre... je prends un Jared Leto, on va prendre Jared Leto, Christian Bale, il adore ça aussi. Christian Bale, c'est l'extrême. Il y en a il y a un Colin Farrell, dépassement de soi qu'ils veulent faire, sachant qu'aujourd'hui, avec de la prosthétique, etc., tu peux atteindre des transformations physiques qui ne requiert pas une transformation réelle, mais il y a aussi ce dépassement de soi. Et moi, je dirais, au-delà des films américains ou n'importe quel film aujourd'hui, c'est peut-être des fois encore la course aux Oscars. La course à cette transformation fait qu'il va mériter tel prix, etc. Il y a ce dépassement d'eux-mêmes qu'ont les acteurs aujourd'hui, et peut-être pas toujours pour les bonnes raisons. Il y en a qui le font par amour de la véritable transformation et de l'acting. Et d'autres, peut-être, le font pour des mauvaises raisons. Par exemple, Christian Bale, il le dit, et lui, il aime bien se mettre à fond dans son rôle. Il aime bien se mettre à fond dans son rôle principal. Il avait pris des kilos, je crois que c'était pour Vice. Il en a perdu, donc du coup, pour incarner Gore dans Thor Love and Thunder. C'est sa mentalité, c'est sa mentale. Il est comme ça. Après, pour rebondir sur ce que disait Marie, t'as aussi ceux comme j'avais Will Smith dans le film Ali pour le biopic, qui avait pris les kilos nécessaires, etc. Donc, en fait. Comme tu dis, à la course aux Oscars, où les mecs se disent c'est la chance de ma vie. On rappelle encore une fois que la machine à statuettes, c'est les biopics, aujourd'hui au cinéma quasiment, assuré, d'en avoir au moins un dans ta carrière. Si le biopic est bon, évidemment, et si l'histoire racontée est intéressante. Et puis aussi le côté, certains acteurs ou actrices ont ce besoin, par rapport aux critiques, à l'accueil du public et comment les gens les perçoivent, de dire attendez, on critique de pas être un assez bon acteur ou de jouer que dans des navets ou que dans des films à gros budget. Là, faut que je leur montre ce que je vaux vraiment. Donc, ça, je cherche pas à rejeter la faute sur une catégorie en général. Je pense que c'est un écosystème, comme tu disais, c'est un tout. Il y a une grosse pression sur les acteurs qui les obligent à se dépasser. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Mais je pense que plus en plus d'acteurs prennent conscience que, à arriver à un moment, c'est bon, leur carrière, elle a été plus ou moins réussie. Il y a peut-être aussi plus important dans la vie, se reconcentrer sur toi, sur leurs proches. Vu, et on va en parler, les budgets aujourd'hui du cinéma américain et surtout les cachets des acteurs. Croyez-moi, en quelques films, ils sont plus de toute façon dans le besoin. C'est même, tu vois, Gary Oldman qui déclare qu'il va
très probablement partir à la retraite à quasiment 65 ans. Tu vois, Harrison Ford, Voilà. faut lui foutre la pêche, je pense, par Exactement, exemple, voilà, 65 ans, il dit voilà, c'est bon. On l'aime bien, j'ai Ça me joué. parle de 80 ans. hein. Harrison Ford, mais même Al Pacino Faut la paix, quoi, ou Robert De Niro, qui Ouais. continue systématiquement de faire des Toi, films. Stallone, il veut. Lui, Stallone, il est dans ce registre. Après, il y en a où- qui peuvent pas Voilà. s'arrêter. Il y en a qui Non, peuvent pas ça, pas. Mais il y en a Nicolas- qui ont déjà annoncé qu'ils s'arrêtaient. Nicolas Cage, Je sais que je suis sait tombée pas, sur une vidéo comme ça qui revenait sur les plus grosses transformations physiques Ouais. des comédiens pour Hollywood. Et clairement, il y en a combien de fois ils ont dit c'est la dernière fois, j'arrête. Et puis en fait, ils continuent. Sauf que là, ils dépassent les 60 ans et quelques. Tom Et ils Cruise, il s'arrêtera continuent. pas avant d'être mort. hein. Ça Oui, jamais. ouais, Tom Cruise s'arrêtera jamais. Non. Stallone aussi. Stallone, après, il fait beaucoup moins de films, mais il produit, etc. Mais Stallone, il n'arrêtera pas jusqu'à ce que son corps lui dise non. Par contre, Harrison Ford, je pense que j'aimerais bien avoir son point de vue, mais je pense qu'il faut lui foutre la paix. On verra dans le prochain Indiana Jones. Évidemment, on va parler un peu des Game Awards qui approchent à grands pas. Vous savez, dans la nuit du jeudi 8 décembre au vendredi 9 décembre, Ouais. horaire évidemment en direct avec le décalage horaire. On se tapera La ça nuit. en pleine nuit, Bon, ma comme gueule. Monsieur, C'est à partir d'1h30 Moi, ça me du va. En sbar. vrai, ça me dérange pas. tu feras. Bocal d'olive, bocal de saucisson, du café ou du thé, let's go. Et moi, je vous Quel spoil. enfer, le mélange. Tu vas regarder le replay. mélange que j'ai jamais entendu. C'est- Non, mais J'ai moi, jamais entendu. Jamais oui, entendu ça. voilà. Eh, Bocal. alors, Eh, je vais faire un aveu. Oui. Hier, j'étais tellement Ouais. crevé à la fin de la journée. Starter, Let's Go Ouais. et la Street Fighter League. Ouais. Je suis arrivé, j'étais mort. J'ai découpé un saucisson complet. On l'a mangé à deux avec madame. Voilà. Et j'ai mangé avec ça des Doritos Pepper Voilà. trempés dans des pots de crème. Est-ce que c'est a pas été- pire, ça Ça a été mon repas. Non, mais café olive, je comprends pas. Non, mais pourquoi. non, je t'explique. Ça, il y a encore une continuité. Attends, Là, excuse-moi. je capte pas trop. J'ai mis un petit coup dans le micro, excusez-moi la régie, juste pour dire, je m'explique. Je vais essayer de me défendre un minimum. Le café et le thé, c'est Désolé. pour après. Tu vois? Il y a un moment donné où tu vas pas te gaver pendant des heures de saucisson et d'olive. Tu mets ça de côté, tu commences un peu à un Bref, petit café, ça repart. Ça quoi. sera très tard, ça durera 3h30 et ce sera en direct sur notre antenne. On va vous le couvrir et on va vous accompagner après, il me semble, donc un récap, puis un à table les copains spécial, puis une émission qui sera très probablement un petit quiz, jeux vidéo, pop culture, détente. On va vous emmener d'1h du matin jusqu'à... Allez, Yoann Vernier, prof de maths, 5h, voilà, c'est ça. 5h30, ouais. Pour vous couvrir ça en direct. Quant à nous, dans Starter, dès vendredi à midi, on vous couvrira l'intégralité, évidemment, de ces Game Awards. Donc, si jamais vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas rester réveillé, on vous en parlera et on vous débriefera la totalité, ce qui explique que je couvrirai pas les Game Awards la nuit. Je laisserai Maxildan s'en occuper parce que moi, je serai trop crevé probablement pour faire Starter juste après. Mais en tout cas, on a quelques confirmations. Je confirme, Skylight, le nouveau jeu d'action fantasy d'Airship Syndicate, sera dévoilé au Game Award. On connaît un peu plus de détails sur le titre. Skylight est également une ville dans laquelle se déroulera le jeu et le dernier bastion pour l'espoir de l'humanité. Voilà à quoi ça devrait ressembler. On devrait aussi entendre parler du nouveau jeu de Joseph Fares, qui a fait It Takes Two, vainqueur des Game Awards l'année dernière. Oui. Le boss de Azelight Studio. Tout à fait. Peut-être même un des boss de l'industrie tout court, mais ça, c'est qu'un avis personnel. Ça se défend en tout cas. Non, mais It vivement Takes le prochain Two- coop. It Takes Two était un très bon jeu. Va-t-il aller encore dans le jeu en coop? En tout cas, il choisira encore les Game Awards, qui a très sérieusement mis en avant la totalité de son travail pour présenter son nouveau projet. Parmi les rumeurs, on parle de The Lord of the Fallen, le nouveau épisode de Lord of the Fallen qui devrait montrer du gameplay. Star Wars Jedi Survivor, la suite de Jedi Fallen Order, devrait aussi se montrer. Le nouveau jeu Crash Bandicoot devrait aussi être révélé. Un nouveau trailer de Final Fantasy XVI, probablement, voilà. Et bien, entre d'autres joyeusetés, ça, c'est parmi ce qui semble déjà fuité. Vous savez que ça approche à grands pas, 8 décembre, c'est dans 2 semaines. Donc, c'est 4 heures de cérémonie, il y a un moyen qu'il y ait des world premières. incontournable aujourd'hui, les Game Awards, pour parler des jeux vidéo. On rappelle It Takes Two. Aujourd'hui, ça va être le grand combat entre God of War Ragnarok et The Elden Ring. Probablement, avec peut-être l'un qui a plus d'espoir 10 nominations de l'emporter que l'autre. pour God of War. 10 nominations pour God Et of War. 7 pour Elden Ring. Tu sais quel jeu arrive en 3e position? C'est Stray, avec 6 nominations. Ça, ça Oui, c'est vrai. me Le jeu de dépasse. chat, Ça m'a toujours dépassé. Qu'il soit dans la catégorie jeu de l'année. Quoi, les chats, là? Ouais, Ouais. le chat.
pour moi, c'est un scam. Le jeu est c'est pas cool, possible. le jeu est En cool. vrai, Oui, mais enfin, Voilà. troisième. Il concourt. en fait, Ouais, tu la peux le dire, tu peux le dire, proposition tu peux le dire. est originale, mais effectivement. Tu peux le dire, Nari. Ah non, mais c'est. Mais dis-le. Ah ouais, c'est. Je comprends pas là. Je cherche encore des gens. Ah ouais, Ouais. je kiffe le jeu, hein, mais de là à le mettre troisième, enfin. C'est Il pas, en- c'est pas une exclu PlayStation, le jeu. Il est sorti sur PC aussi. Il est en jeu, Ouais, il concourt aussi pour la catégorie du meilleur jeu indé, du meilleur premier jeu indé, donc pour un studio. Meilleur premier jeu Meilleur- indé, ça, il peut l'avoir. Voilà. Ça s'entend. Oui. Meilleur Voilà. jeu, meilleur premier jeu indé, il peut Mais l'avoir. J'ai plus les meilleure trois. direction artistique. Tic, peut-être. Non, c'est pas narration, il est pas dedans. Non, narration. Elden Ring, il est dedans. Le chat a raison, il y aura aussi la minute Kojima, très probablement dans. Évidemment, Il y aura on est au la Game minute Awards. Kojima. Ouais. Vous avez regardé ses derniers podcasts sur Spotify? Eh bien, rassurez-vous, il arrive sur Deezer. Non, je ne sais pas. Oh, le leak. Incroyable, Ouais. mais vrai. Je le savais déjà. Donc ouais, Stray, peut-être un peu étrange, mais on va dire le combat entre ces deux trucs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les Game Awards s'imposent. Bon, comme la cérémonie officielle récompensant les jeux vidéo de l'année, mais surtout comme un lieu essentiel pour parler du jeu vidéo et en train de prendre de plus en plus de place par rapport à l'E3 ou à l'ancienne E3. Bonne chose, mauvaise chose, ouais, c'est plus la bonne période début décembre pour parler jeux vidéo. T'achètes des jeux vidéo généralement quand, toi, Marie? Toi, Je les t'as achète. acheté Pokémon, toi, là. Je l'ai acheté et je regrette pas d'ailleurs. C'est pas le sujet, mais je kiffe. Non, j'achète mes jeux et je les achète en digital. Donc voilà, j'achète plein de jeux et Que du démat. que du démat, du coup. Que du démat et je découvre plein de jeux. Genre j'ai au moins 4-5 jeux en cours, très différents et selon l'humeur je lance. Donc moi n'importe quelle période dans l'année me va. J'ai pas. Si c'est vrai quand même l'hiver je suis plus propice à jouer. Donc peut-être que ça tombe mieux que l'été par exemple. C'est vrai que l'hiver, un petit canapé, un petit plaid, Un café olive. un petit Un café olive. un café au lime, une Switch et un stream. Olive. T'as été Olive. très très bien. Très bien. Vous avez pas compris, bon, ça m'énerve. Non, mais, Je me tends. Parmesan chocolat. Franchement- enfin, je veux dire, c'est pas- non, mais franchement, entre le café olive et le café limone du coup que tu proposes, là, je sais pas, je préfère Oh, le moi, me suivez pas là. J'ai Franchement, choisi. je comprends j'ai pas ce qui vous choisi dérange. de- Une La petite violence. olive dénoyautée dans un café, ça passe crème. Ça n'est pas le sujet. Est-ce que vous attendez cette cérémonie des Game Oui, Awards? oui, parce que il y a toujours un moment dans l'année qui m'intéresse, c'est la célébration du GOTY, à savoir qui va l'avoir. Et cette année, j'avoue qu'il y a des moments où je suis en mode, c'est sûr, c'est Elden Ring, et des moments où je me dis, bah non, ce sera God of War. Donc rien que pour ça, j'ai hâte. Après, enfin, je trouve que c'est un moment particulier parce que tu arrives, tu démarres le mois des festivités, donc quand même il y a Noël 2 semaines, 3 semaines après ou 2 semaines et demie après, et c'est cool. Moi, c'est la période de l'année où j'ai quand même envie de me poser et jouer aux jeux vidéo. La preuve, depuis octobre, j'arrête pas de jouer concrètement, que Ah ce ouais, soit ouais. tout seul dans mon coin ou en stream, de plus Tu joues en à plus en quoi en stream ce du moment coup. Bah là, je joue à Evil West. Mais ouais, Je le teste, je l'ai testé hier soir. Ça vaut quoi ça? C'est pas mal, c'est pas le jeu de l'année. C'est du God of War lotière entre Il y a C'est lui, vraiment le Red Dead slash God of War. Il y a Ouais, lui, un il y a petit peu. Gungrave qui arrive en ouais, cette fin Gungrave d'année. Gore c'est ouf. aussi. Enfin, tu vois, il y a God of War, je ponce 2018 pour pouvoir faire. T'as pas testé Warzone 2? Pas Warzone 2, non. Ah, t'as pas joué à MW2. Le multi de code, ouais, mais pas Ouais, juste Warzone. encore. MW2. Ah, mais pas- t'as joué quand même à Ouais, je joue pas Modern mal. Warfare. Je joue pas mal. J'ai fait Sonic Frontiers, ceci, là, ça T'as me fini Sonic Frontier? Je l'ai pas fait. Ah, j'étais quasiment à la fin au moment de mon test, mais au secours. Une fois que j'ai rendu mon test, j'ai delete le jeu. Il Je suis passé s'est à autre chose. trahi, il a rendu le Ah. test sans avoir terminé le jeu. Ah. Il s'est trahi. Oh, il a mis une note, il a pas fini le jeu, il a noté. Oh. Pour tout vous dire, T'as mis Quelle combien? horreur. T'as mis combien au jeu? j'ai mis 12 sur 20, c'est les frontières. Ah ouais, punaise, tu l'as Tu l'as défoncé. assassiné. Il me l'avait dit Je déjà. l'ai pas assassiné, j'ai dit les termes. Tu lui as chié dessus là. Tu l'as même pas fini. Avec une olive. Non, alors, les gens qui ont chié dessus, c'est ceux qui sont partis peut-être en voyage et qui n'ont pas fait de test derrière. Eux, ils ont vraiment dit, franchement, je pense que vaut mieux pour vous que je ne mette pas de notes. En tout cas, il y en a qui kiffent Evil West. Vous savez, Sonic Frontier, on avait fait le sujet. C'est Oui. un jeu qui s'est fait un peu saquer par la presse. Par contre, les revues publiques sont très très bonnes. hyper positives. Exactement, à l'inverse de donc, Pokémon Écarlate et Violet, qui lui a pris de plutôt bonnes reviews de la presse. Par contre, se fait saquer par le public à l'infini, tu Ouais, vois. mais, Moi, je comprends. En fait, dès qu'un jeu a des Je crois problèmes qu'elle techniques. elle troll. Hein. Ouais, c'est vrai, t'as raison. T'as trouvé Mais incroyable. bravo, premier Elle est degré. incroyable. Mais En j'ai ce pas moment, mal de- je me sens pas bien. mon premier degré est pas mauvais.
Ouais, il est c'est pas vraiment mal. bon. Il est vraiment- J'ai été à bonne école, Vraiment. vraiment merci. Et je vous Mais jure, moi, je aujourd'hui- suis inquiète d'aimer le jeu, du coup. Les gamers, mais parce que les gamers ne supportent pas les jeux qui ont des problèmes techniques, je les Ouais, comprends. les Et zings et tout, les clippings, c'est un dès peu qu'il y a des problèmes techniques, pas que des ça, bugs, Ken. Cyberpunk s'était fait Oui, défoncer, alors oui. que le jeu est excellent. Mais Ken, c'est pas que ça. Tout à fait. Les gamers ne supportent pas des jeux avec des problèmes techniques parce qu'ils ne supportent déjà pas le prix des jeux en général. Non. Ah, En c'est fait, ça. non, alors C'est voilà. c'est cher, tu vois. Voilà. C'est même pire que C'est ça. le rapport C'est qu'en qualité-prix, fait, en fait, tu vois. on a un niveau Ouais, de sur tolérance Switch, et les jeux sont moins d'exigence chers. qui va différer en fonction du studio, en fonction de la taille du titre. Tu me sors Aussi. un triple A à un certain prix qui ne respecte pas des niveaux techniques qui sont basiques, je serais intolérante. Tu es un petit mec tout seul, tu me vends ton jeu entre, allez, 15 et 20 balles, on va dire, il y a des défauts, bien sûr. Les Game Freak, ils sont 150 dans le studio. Après, il doit y Oui, avoir- mais il doit y c'est là avoir 100 où devs. c'est Moi, j'appelle la ça- licence Pokémon. J'appelle ça un jeu indé à cette taille-là aujourd'hui. Hein. Après, faut pas oublier que la licence Pokémon, c'est une des licences les plus fortes, si ce n'est pas la plus Tu me forte. sors un au jeu monde. par an. voilà. Et elle est vraiment centrée aussi sur un public jeune. Après, t'es ado, tu vas y jouer, t'es jeune adulte, tu vas y jouer, t'es vieil adulte, tu vas y jouer. Mais moi, je vois chez moi, ma cible, j'ai un gamin de 10 ans, un gamin de 16. Gamin de 16, il a vu le jeu, il a dit, au secours, je prends le jeu dans mon cou. Ah Le ouais petit de 10 ans, il a dit, je veux ce jeu. Voilà, donc, et Osef, rien à foutre des problèmes techniques, par exemple, tu vois. 34 ans, j'adore. Les gens, elles lag et tout. Mais j'en ai mais- rien à foutre. Il y a pas d'âge et le jeu est 37 bien. ans, 37 ans, le jeu, il est là. Non, hein. mais le jeu, il est. Mais moi, il est- moi, je suis pas un bon La exemple. formule est cool, il Ah ouais. renouvelle le truc. C'est génial, c'est juste que c'est même un peu décevant parce qu'on aimerait être content et se dire il est beau. On en parle parce que dans les Game Awards, vous voyez, un jeu comme Pokémon qui choisit de sortir mi-fin novembre Ouais. rentre pile poil dans la catégorie où tu seras jamais sélectionné dans les Game Awards de Faut pas. l'année en cours. Mhm. Et l'année prochaine, c'est tellement loin qu'il Ouais. faut que tu sois un jeu exceptionnel comme Smash Bros Ultimate pour être dans certaines catégories. Ceci dit, tu dis ça, mais regarde, il y a une catégorie, les meilleures adaptations de jeux vidéo en série ou en film. Ouais. Arcane, c'est pas du tout 2022, et Arcane Et il y a concours. encore. Et ça, Arcane il y a concours. des choses. Arcane concours. J'avoue. Voilà. Donc, Complètement, pour complètement. rebondir sur ce que tu disais, comme Bref, quoi, l'année 2023 risque d'être assez exceptionnelle, hein, justement, ici. Et eh bien, on sera l'occasion de regarder un peu tout ça. Hein. On me dit en tout cas que voilà, on a tout notre invité qui sera prêt pour la suite. Donc ça, c'est vraiment très très cool. On va pouvoir passer au dernier sujet. Le sujet un peu budget cinéma. Oh. Bon, c'est un parle sujet, d'argent, hein. c'est un sujet rapide et c'est un sujet constat qui va très probablement faire voilà Quoi s'arracher les cheveux de la moi je parle tête. pas d'argent, c'est tabou. Hein. Franchement, j'ai envie de, quand je vois les chiffres du cinéma aujourd'hui, je me dis mais où va le monde? Je me pose toujours la Mais- question de combien on consomme avec tous les spots qu'on a sur la Arrête, gueule ici, mais le cinéma, ils en ont rien à Tu t'es branler. estomaqué du budget des Anneaux de pouvoir, déjà, je m'en rappelle. Non mais déjà les budgets jeux vidéo, je pète un câble. Quand on me dit que certains jeux vidéo atteignent les 500 millions de budget, je Ouais. dis les gars, donc avec le budget marketing Bah oui, en bien sûr. en Bien cours, sûr. je dis 500 millions à un jeu vidéo, mais les mecs, ok, je sais que c'est rentable le jeu vidéo, mais vous vous rendez compte de ce que ça fait. Alors ça fait travailler beaucoup de gens, mais tout de même. Bref, le 10e volet, Fast X, de Fast and Furious. Je sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier, je crois que c'est l'avant-dernier. Avant-dernier, il me Ok. semble, hein, de Il va- la Il franchise. va finir à- sur un Fast 11. Ah, frérot, faisant en 12e. Hein. Tout à fait. Il Ah a bon. donné évidemment son budget. Hein. Les coûts de production explosent par rapport, eh bien, à juste avant. Il relève. Donc The Warp, le magazine The Warp, révèle le budget de Fast X qui vient de passer de 340 millions de dollars, soit 1,5 fois plus que Fast 9. Tu l'as vu, Fast 9? Fast 9, je l'ai vu, ouais, je l'ai vu. Bon, tu sais, C'est tu sais ce qui se passe dans Fast 9. c'est une immense Tu- merde, mais trop bien à Merci, regarder. Ken. Attends, Voilà. tu sais ce qui se passe. Il y a un Ouais. aimant qui chope une voiture à un moment Oui. donné, tu vois. Oui, Ah ouais. Et tu sais jusqu'où ça va. Ouais, 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 Vu jusqu'où ça va, Ouais. donc c'est le multivers, donc t'es un peu obligé de mettre du budget pour la suite, quoi, tu vois. C'est, ouais, Tu j'avoue, peux, c'est tu peux pas n'importe aller en quoi. dessous, en fait, après celui-là. Tu peux Cela pas aller dit- qu'au-dessus. 340 millions de dollars de budget pour le film, hein, sachant qu'on était, c'est ça, aux alentours de 200 millions de dollars pour le film juste avant, où ça allait déjà très loin. Ça paraît quand même exceptionnel. Ça pose un peu la question des budgets du cinéma. Connaissez-vous le film le plus cher de l'histoire du cinéma? Alors peut-être vous avez le runner devant les yeux et du Ouais, coup vous je l'ai- trichez. Alors moi, il n'est Ah. pas dans le runner, mais... Je l'ai vu, mais en fait, J'aurais dit Avatar j'étais ou un truc j'étais comme ça, persuadé. Non, je savais qu'Avatar, non, parce que depuis, il y a eu les Marvel. Depuis, il y a eu les Marvel et Endgame a coûté très très cher. Par contre, j'étais pas sûr du premier, quoi.
Le premier, c'est Pirates des Caraïbes 3, du coup, La Fontaine de Jouvence, sorti en 2000. Non, c'est le 4, celui-là. C'est le 4. Sorti en 2011. Incroyable, un film Disney avec 422 millions de budget. Très probablement dû au fait qu'ils ont dû reproduire, il me semble, un nombre de bateaux hallucinant pour le film, parce qu'ils ont voulu tourner sans trop utiliser de 3D. Derrière, Avenger, l'âge de Ultron, Avenger Endgame, donc Disney. Ouais. Après, ce sera Fast 10, puis enfin encore Avenger, puis encore Pirates des Caraïbes, puis enfin Justice League qui a 300 millions, Solo à 275, Star Wars l'ascension des Skywalker 275, et John Carter en 2012, 264 millions, c'est un top 10. Et sur les 10, il y en a 8 Disney. Ouais, sur les 10, il y en a 8 Disney. Donc Disney qui fait exploser les prix du cinéma. Sachez que juste en comparaison, pour comparer, l'ensemble de la trilogie du Seigneur des Anneaux, l'ensemble, du début à la fin, c'est 281 millions. C'est-à-dire que le top 10 est quasiment au-dessus pour un film de l'ensemble de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Après, il y a eu énormément... Peter Jackson avait tourné en Nouvelle-Zélande, je crois. Ouais, il avait beaucoup d'aide. Il avait eu beaucoup d'aide. La Nouvelle-Zélande avait participé énormément au film en termes de budget, en termes de moyens. C'est-à-dire qu'en termes d'effets spéciaux, t'avais déjà moins, je crois, de VFX que dans tous les autres films que t'as cités. Donc après, t'avais du costume, t'avais du décor, etc. Là, tu vois, pour l'ère d'Ultron... Pour toi, c'est pas débile, Lox, ces prix-là? C'est pas que c'est pas débile, mais... C'est le budget des acteurs, le prix aujourd'hui des prods, le nombre de personnes qui travaillent dedans. Sur Avatar, et sont tous c'est là rentables, où, à ces films, l'époque, on se disait Avatar était un record en termes d'argent dépensé sur sa production, à son époque. Avatar 2, 250 millions, c'est même pas le film le plus cher de l'histoire. Ouais, mais le premier. Le premier, même, il est loin, lui. Il était voilà, et c'est là où on voit comment, en une dizaine d'années, comment, en fait, les budgets ont juste, mais se sont multipliés. Puis après, dans les budgets, tu prends en compte aussi le cachet, je pense, des acteurs. Exactement. Bien sûr, tout a augmenté. Dans Avatar, je crois que l'actrice, la personnalité la plus importante, c'est Sigourney Weaver, si je dis pas de bêtises, en termes de budget. Ah ouais. Oui, c'est vrai qu'Avatar, les acteurs, ils étaient pas ultra bankable de base. Faut que tu mesures ça. Le Seigneur des Anneaux, il y a des acteurs qui se sont révélés. Orlando Bloom, c'était pas la méga star au moment dans le Seigneur des Anneaux. Pareil pour. C'était avant Pirates des Caraïbes, du coup, tu vois. Pareil pour Viggo Mortensen, tu vois. Après, quand t'arrives sur l'ère d'Ultron, Robert Downey Jr., c'est des chats en bras. Donc, ouais, j'avoue. Et puis, dès que tu es les Avengers, tu dois tous les payer. Chris Evans, c'est encore un bras qui part, tu vois. Donc, t'as Scarlett Johansson, c'est une jambe qui part, là. Moi, je donne ma jambe à Scarlett Johansson, il n'y a aucun problème. Non, mais, je veux dire, faut prendre ça en compte. T'as Johnny Depp dans le budget du Pirate des Caraïbes. Je lui donne ma jambe aussi. Et puis Tom Cruise dans La Fontaine de Jouvence. Je crois que c'est celui-là où elle est. Johnny Depp, à mon avis. Le chat me dira, je peux pas dire de bêtises parce que le film. Non, pas Tom Cruise, c'est. Il y a Keira Knightley aussi dans Pirates des Caraïbes. C'est pas n'importe qui, ça aussi. Et dans La Fontaine de Jouvence, c'était. C'est pas Penelope Cruz qui est là aussi. Penelope Cruz est là aussi. Ah ouais, la line-up. On rajoute une petite Salma Hayek. Je dis pas que dans les autres films, c'est moins, les acteurs étaient moins. Donc pour toi, c'est la faute des acteurs si les films coûtent si cher. Non, mais il y a les cachets qui rentrent en ligne de compte. Il y a je te dis en plus, tu regardes la tronche et le CV des films, c'est les effets spéciaux aussi, tu vois. C'est les moyens mis. Le truc, c'est que, en fait, ce qui fait un peu péter un câble, c'est que quand des budgets, parce que Fast, il a le même casting, d'accord? Oui. Entre l'ancien et le nouveau, Fast a le même casting. 1,5 fois plus cher. Alors, quand le budget, c'est 2000 €, tu vois, 1,5 fois plus, tu vois, ça représente pas tant que ça. En termes d'argent, tu vois, ça va faire quoi 1000 balles de plus, je sais pas. Mais, un truc comme ça. Mais tu vois, Ken, faut aussi prendre en compte, par exemple, si on reste sur Fast and Furious, plus le film a de succès, plus les mecs vont renégocier leur cachet à la hausse. C'est normal, tu vois. Leur cachet du premier. C'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, un Ludacris dans Fast and Furious, si tu s'y dis, moi, je pourrais te faire Fast 10, Vin Diesel est dans la sauce parce que tu fais partie de la family, tu vois. Mais Donc, c'est exactement ça. Mais c'est ça. Le truc, c'est que 1,5 fois plus de 200 millions, ça représente, tu vois, 150 millions de budget, enfin, ou un truc comme ça. Enfin, c'est juste le délire budgétaire. Enfin, les sommes qui sont ajoutées. Tu vois, le delta veut plus rien dire. Il y a plus de zéro avant. Tu sais, ça ressemble au score des shoot 'em up qui à un moment mettaient les chiffres en hexadécimal parce que il y avait plus de place pour les marquer. Ça veut plus rien dire. Là, on parle de films qui vont être assurément des blockbusters, qui vont donc rapporter beaucoup plus en termes de recettes. Moi, je le compare par exemple à des séries qui ne nécessitent pas beaucoup d'effets spéciaux, etc. Emily in Paris. Emily in Paris, c'est ses robes qui coûtent cher. Mais elle a tout dit. Mais Grey's Anatomy, par exemple, en 2018, Hélène Pompeo, donc Meredith Grey, continue Grey's Anatomy, qui était déjà à sa saison 8, 9, 10, je ne sais combien, pour $20 millions.
Dites-vous bien qu'on est sur une série qui se passe dans un hôpital. Il doit y avoir 3 salles à tout casser et 2 couloirs. Ok, ils ont tous les mêmes costumes. Spoiler, c'est des uniformes, propres, pas propres, c'est tout. Après, ça va être sur l'histoire, ça va être sur les différents acteurs, etc. Mais ils sont pas tous au même plan. Là, oui, c'est des budgets qui me font halluciner. Bah ouais. Donc, quand tu me dis plusieurs centaines de millions pour un film qui va être un blockbuster et en rapporter au moins 2 fois plus... Pour toi, tu dis C'est ce le que fait je que souhaite. ça rapporte autant justifie l'investissement. Bah, ils savent que ça va cartonner, donc... Et pareil pour Pompeo, hein, s'ils lui mettent 20 000, lui donnent les 20 millions de dollars, c'est qu'ils savent très bien que sans elle, ils vendent Ah bah, pas, y a ils plus vendent de pas la série. saison de la série, tu vois. Mais bien sûr. Et tout ça, mais les films en tension, parce qu'il suffit qu'un film soit un échec, À la et preuve. la somme perdue est immédiatement gigantesque. C'est ce qui s'est passé pour Zack Snyder avec Warner Bros. Voilà, Man of exact. Steel a marché, Batman vs Superman Exactement. a bien marché. Il a eu la pression max pour Justice League. On sait exactement, on connaît la suite de l'histoire. C'est juste ça, on se place sur des deltas rentabilité-perte qui sont juste ouf. Ton film marche pas, tu fusilles ton studio, ton film marche, tu peux rapporter énormément. C'est la règle du x3. T'as Ouais. ton budget, si tu doubles le budget que t'as mis, tu te rembourses en fait. x3, tu commences à émarger. Tu regardes bien, hein, cette règle est appliquée pour certains films, les Animaux Fantastiques notamment, par exemple. C'est assez fou. En tout cas, là-dessus, voilà, budget qui explose pour Fast 10. C'est la fin du menu principal. On va parler de choses beaucoup plus modestes, puisque dans l'invité, aujourd'hui, on va recevoir Didier Borg pour nous parler de Webtoon. Nanix, tu vas laisser ta place et revenir juste après, je tiens à le préciser. On se retrouve tout de suite pour parler Webtoon. C'est parti. Bonjour Didier, je t'en prie, installe-toi sur le plateau, magnifique, hein. Ah là là là, tu as l'habitude de faire des petits plateaux comme ça ou pas? Mais beaucoup plus petit en fait. Beaucoup plus petit, beaucoup plus petit. C'est un plaisir de t'accueillir justement ici. Merci d'être là. Tu es le fondateur de Dailytoon que tu as fondé en 2011. Donc tu es un des premiers acteurs du marché Webtoon en France. Marie, vous connaissez bien et tu vas nous aider à découvrir un peu ce qu'est à la fois le Webtoon et pourquoi ça marche autant aujourd'hui. Mais oui, alors on avait eu l'occasion de parler au téléphone il y a quelques années, justement, quand le Webtoon arrivait en France. Donc, quand l'édition papier était en crise en Corée, ils inventent le Webtoon, tout simplement une lecture numérique verticale de bandes dessinées. Et vous, en 2011, vous lancez Dailytoon. Vous êtes le pionnier du genre en France. C'est vrai. Racontez-nous en fait votre vision. Pour vous, c'était le futur. Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais éditeur de livres, donc et heureusement, ça existe encore. Et Oui. en fait, je me suis dit instinctivement qu'on avait tout digitalisé, donc la musique, le cinéma. Donc le livre, c'est quoi? Et surtout la bande dessinée. Et j'ai vu émerger des choses plus ou moins intéressantes. On a été abordé par plein de startups qui imaginaient que la bande dessinée, demain, ce serait de l'animation. Donc si c'est de l'animation, c'est de l'animation. Mais si c'est de la bande dessinée, ça doit rester de la bande dessinée. Et donc moi, en tant qu'éditeur, j'ai vu toute une scène émerger qui était la scène des blogueurs. Et je trouvais ça intéressant, mais il n'y avait pas de modèle économique. C'est vrai. Et donc je cherche, je fouille aux États-Unis, au Japon, et puis le bureau d'à côté, il y a quelqu'un qui a acheté des droits en Corée qui me dit écoute, je fais des bouquins, c'est tiré d'Internet. Regarde, c'est bizarre, on met des bandes côte à côte là. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert le Webtoon. J'ai pris moi un avion, je suis allé à Séoul, et là je découvre un monde en création. C'est ça qui est super intéressant, c'est que c'était vraiment en création, très très jeune. Donc moi je suis arrivé en 2008, le marché est démarré en 2006. Donc c'était tout petit. Et il y avait 2 plateformes. Aujourd'hui, il y en a des dizaines, voire des centaines à travers le monde. Encore plus Donc, d'artistes même Et de titres. voilà. Et quand j'ai vu, je dois dire que ça m'a frappé sur 2 critères la simplicité de l'usage et la logique de programmation. Moi, je suis passé dans ma prime enfance par la télévision. Vous étiez à Canal+. Voilà. Et donc, il y avait ces grilles de programmes. Et dans le Webtoon, il y a une grille de programmes. Et donc, pour moi, c'était la synthèse parfaite entre la non-technicité de la bande dessinée, parce que ça reste de la bande dessinée, alors on déroule sur un écran, ok, mais ça reste de la BD, et la magie de la programmation, des séries, de se dire, ok, je peux changer tous les jours, je peux tester, je peux avoir envie, l'excitation de l'épisode de la série qui débarque. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai apprécié et eu envie de le faire. Alors, vous lancez Dailytoon sur vos fonds propres. Vous partez en Corée, comme vous nous l'expliquez, à la recherche à la fois des contenus, mais aussi des ayants droit pour potentiellement les signer. Comment on persuade des investisseurs que ce que l'on tient dans les mains, c'est de l'or et ça va fonctionner? Alors, on est patient.
On est très patient, voire même on croit qu'un jour ça n'arrivera jamais. Donc il m'a fallu 5 ans pour effectivement convaincre des investisseurs. Ah ouais. Et c'est long, 5 ans, quand on a une start-up et qu'on ne fait pas un centime. Mais de Ça devient angoissant. Mais je veux dire qu'il n'y a pas que les investisseurs qu'il fallait je dirais convaincre. C'est tout l'écosystème du financement des entreprises qui, hormis, et je leur dois une fière chandelle à Marseille, la Belle de Mai, il y a un incubateur là-bas qui, dès le premier jour, m'a dit « super, on adore ». Et qui m'ont tenu jusqu'au bout. Mais en dehors de ça, on ne comprenait rien. Et comme on tombe toujours sur des gens qui aiment la bande dessinée, c'est difficile finalement de pitcher et d'expliquer à quelqu'un que le futur passe par un smartphone avec des écrans. Et plus du matériel. Tintin, j'adore. Ouais, il y a un refus de la plateforme auprès de gens qui font de la bande dessinée depuis longtemps. Je dirais pas qu'il y a un refus, il y a sans doute une incompréhension. C'est très abstrait pour eux. On est avec des livres. Généralement, jusqu'à aujourd'hui, on donne des livres aux enfants pour qu'ils apprennent à lire, pour qu'ils apprennent à manipuler. Donc ça fait partie de notre ADN, finalement, d'éducation. Donc dire à quelqu'un, et je pense d'ailleurs qu'il ne faut pas le dire comme ça, tu transfères ta lecture d'un outil qui est le livre à un autre outil qui est ton smartphone, pour un objet qu'ils apprécient au quotidien, la bande dessinée, ça passe pas. Par contre, voilà, scroller pour lire la presse, scroller pour voir des photos, ce qu'on veut, tout le monde le fait. Ouais, bizarrement, ça c'est naturel. Ça a mis du temps quand même. Il y en a qui sont vraiment sur... Ah non, moi, mes infos, je les veux sur un format papier avec un journal, je les veux de cette façon-là. Le canard, la feuille de chou, c'est quand même un objet, ça prend vite de la place, tu jettes souvent. C'est ça. Donc, la fameuse Kibble avec le livre aussi, où on s'est dit, on va se passer de ce support papier, on va essayer de trouver le consensus entre... J'ai toujours une œuvre, je peux toujours les réseaux l'acheter. sociaux ont aussi apporté l'info directe, rapide, gratuite. Ouais. Donc c'était un peu différent. Là, on parle de produits créatifs. On est sur des œuvres créées pures, pas juste un rapport d'actualité. Donc on est sur un média un peu nouveau. Oui, complètement. On a de la création. On a la dimension série, c'est qu'en plus, il y a la réémergence de la notion de série, tout émerge en même temps. C'est-à-dire que on parle beaucoup de la série télé, mais finalement, le webtoon est très coordonné à la télévision aujourd'hui. Les dramas, tout ça, c'est un véritable écosystème qui s'est créé. Ce qu'il faut savoir que, pour rebondir là-dessus, la plupart des gros dramas coréens, donc les séries coréennes qui cartonnent sur des Netflix, sont adaptés de webtoon. Sont adaptés de webtoon, qui eux-mêmes adaptent des romans. Donc c'est quelque chose qui vit en cercle. C'est un cercle très... Ça, c'est quelque chose que la Corée a toujours super bien su faire. Exploiter à la fois ses licences et, on va dire, ses scénarios originaux qui fonctionnent. J'ai l'impression que c'est la démocratisation d'une forme de fanfiction qui avait été faite, mais beaucoup plus artistique. C'est vrai. Parce qu'en fait, on s'inspirait toujours d'une œuvre de base, mais on en retirait quelque chose de quelqu'un qui est passionné par cet environnement, par son lore ou quoi que ce soit, et qui voulait l'exporter d'une nouvelle manière. Et moi, j'ai un peu découvert les webtoons comme ça. Après, on parle d'œuvres originales ici. Oui, en fait, il y a des œuvres qui s'inspirent d'eux, mais il y a énormément d'œuvres originales. Après, je crois qu'il faut mettre les choses au bon endroit. C'est-à-dire que il y a des codes, il y a des grands genres. On parle beaucoup de romance quand on parle de webtoon. Donc une fois qu'on dit romance, on va avoir de la fantaisie, on va avoir de l'historique, on va avoir de la magie, on peut y mettre ce qu'on veut. Mais le terreau, finalement, de l'histoire, c'est un moment de se faire plaisir avec un triangle amoureux, avec des histoires impossibles, avec des filles qui sont maltraitées, puis finalement ça va bien se passer. Elles tombent amoureuses du mauvais mec, mais finalement il y en a un autre ailleurs qui l'attend. L'histoire de la vie. Exactement. et donc finalement, c'est ça que... On n'est pas sur une recherche de grande littérature, on n'est pas sur une recherche artistique... je ne veux pas dire qu'elle n'est pas élevée, parce qu'elle est là, c'est un genre en soi, mais on est d'abord sur du divertissement. Et je crois que c'est ça qui est important, et c'est peut-être ce qui fait le décalage aussi culturel entre ceux qui aiment la bande dessinée, avec son histoire centenaire, et ce qu'on a dans le webtoon, qui est avant toute chose du divertissement qu'on pourrait qualifier de masse. Et donc, quand on veut se divertir, on peut aller vite, il y a un côté jetable, mais qui n'est pas négatif. Effectivement. C'est le succès, pour revenir à Dailytoon, le succès du manga français Last Man sur la plateforme qui permet de lever des fonds en 2015, puis avec un groupe coréen par la suite. C'est donc pas une BD coréenne, mais bien un manga français qui lance la machine. Comment on peut l'interpréter ? C'est un truc de ouf, ça, j'avoue. Moi, c'est le truc qui m'amuse tout le temps. Donc moi, j'étais l'éditeur de Last Man. Et dans le schéma de production, on était dans le fantasme d'une édition à la japonaise, de manga. Ouais. Et je dis aux auteurs, écoutez, moi je bosse sur un projet là, de plateforme,
ce serait bien qu'on balance votre truc gratos sur la plateforme en pré-publication. Ils me disent, c'était fou. Ils étaient comment comment Ils étaient comment quand tu leur as dit ça? À la fois dans l'interrogation de l'intérêt de la chose, et en même temps dans l'excitation. J'étais leur éditeur, on faisait des choses folles ensemble, de toute façon, donc ça ou pas, on le fait. Et donc je me fais engueuler par à peu près tout le monde, les libraires, l'éditeur, comment... Ah oui, j'avoue. J'avoue. Bien sûr. J'avoue. Et le truc drôle, c'est que c'est Cyprien qui un jour tweet allez voir ce truc, c'est génial. C'est et là, génial, mes la serveurs semaine. explosent. Donc j'ai perdu des Litoon pendant 2 jours parce que La base. fallait tout reconnecter. Pistolier. Et c'est comme ça que c'est monté. Donc c'est un assemblage d'une excellente série et de Cyprien qui passe par là. Cyprien qui dédosse des Litoon, ça se fout. La semaine, quand ça s'est monté, excuse-moi Marie, c'était pas un projet crowdfundé, c'était vraiment une œuvre originale qu'ils ont auto-financé et édité, trouvé un éditeur pour le faire, c'est Alors, ça? Du tout. C'est un projet qui est né donc d'abord de l'intention des auteurs. Tout à fait. Bastien Vives, Balak, Michael Sans-la-Ville. Bastien était édité donc avec moi aux éditions Casterman. D'accord. Et donc c'est un projet qu'avait envie de faire Bastien et je lui ai dit qu'il fallait absolument qu'on le fasse ensemble. Et donc c'est un projet qui a été produit par les éditions Casterman d'un bout à l'autre. Passage, une magnifique œuvre, les éditions Casterman sur Le Gourmet Solitaire et toute l'œuvre de... Belle maison d'édition. C'est vrai. Absolument sublime. Marie. Oui, alors du coup, en 2021, le marché du webtoon représente quand même près de 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires. On suit notamment Picoma, Comico, Webtoon, Dailytoon. La concurrence est rude. Les éditeurs de manga se lancent aussi. On a vu le schéma par exemple avec Delcourt et Verytoon. C'est vrai. Comment ça se passe au niveau de la Corée maintenant? Est-ce que tu peux prendre ton avion comme avant tout seul sur tes fonds propres, ou est-ce qu'il y a un rendez-vous B2B où les plateformes de l'étranger se renseignent auprès des ayants droit, un peu comme un Comiket, mais version webtoon, Ouais. quoi. Alors, il n'existe pas encore d'événements réellement B2B dans le webtoon. Ça reste assez épars. Il y a un festival qui s'est créé à Busan, et j'ai eu d'ailleurs la chance de participer au premier festival. Donc ça émerge. Mais en réalité, le marché, il est localisé au sein des acteurs. Donc on peut encore prendre, heureusement, je trouve que c'est ça qui est bien sur ce marché, son billet d'avion et aller voir les gens. Il reste accessible, malgré la puissance. Ce sont des gens qui sont curieux, qui continuent à se réinventer. C'est-à-dire qu'un producteur de webtoon, un studio, une plateforme, ce sont des gens qui bougent tout le temps, qui sont toujours en prévision de ce qui se passera demain et qui sont ouverts à de nouveaux contacts, de nouvelles hypothèses. Donc on peut prendre un billet d'avion. On peut. Avec l'immense différence du webtoon par rapport au manga, le manga reste très identifié au territoire japonais, il a inventé un peu le genre. Le webtoon, finalement, c'est l'Internet qui a un peu inventé le webtoon. Il n'est pas identifié à la Corée. Alors bien sûr, eux ont eu une explosion d'Internet plus rapidement que les autres parce qu'ils ont établi leur pays là-dessus. Donc très vite, ils ont eu la culture smartphone et très vite, le webtoon a été très populaire là-bas. Mais les webtoons peuvent venir de différents auteurs. Tu as lancé ta plateforme avec un manga français, donc c'est un truc de ouf. Justement, c'est un peu la question que je voulais poser du point de vue éditeur. Du coup, déjà, on sait, pour les écrivains, c'est pas tous les jours évident d'aller trouver l'éditeur, celui qui va aller le publier. Ouais. Mais est-ce que justement, avec la version webtoon, vous avez une forme d'impression ou de sensation de une recrudescence de talent avec beaucoup plus de propositions, beaucoup plus d'opportunités aussi pour les artistes? Oui, c'est le paradoxe, parce que effectivement, des talents, je dirais qu'on n'a pas besoin du format webtoon. Depuis que l'Internet existe, des talents, il y en a plein le web, et on en découvre tous les jours. La complexité, c'est l'adéquation entre le talent et un public. Et donc, au milieu de ça, il y a la plateforme qui connecte les deux. Et donc, on est obligé à un moment de parler de modèle économique. C'est-à-dire que le talent, c'est bien, mais est-ce qu'il y a de l'argent pour financer le talent? Et là où le webtoon, mondial, mais particulièrement coréen, a effectivement complètement construit ce marché avec une vraie économie, les auteurs de webtoon coréens gagnent 3 à 4 fois mieux leur vie qu'en France. Soyons clairs, je parle de moyenne. Mais donc, ce sont des montants qui sont importants, qui sont générés sur ces plateformes, et avec des revenus importants pour les auteurs, et c'est normal. Quand on arrive sur nos marchés, où on est sur un marché qui est encore embryonnaire, j'ai du talent, je vais sur une plateforme, ça fait pas tout. Donc il faut à un moment comprendre finalement que le récit doit intéresser quelqu'un, et si on n'est pas dans ce sillage très marqué qui fait que peut-être qu'il vaut mieux faire de la romance pour que ça fonctionne, il vaut mieux avoir un dessin qui est un peu asiatisant pour que ça fonctionne, il vaut mieux être capable de faire un épisode par semaine pour que ça fonctionne. Bon, ça un vrai créateur de contenu en fait là. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est plus vraiment dans l'édition
où on voit les choses se faire tranquillement dans le temps, et puis on a un lien avec le public qui se fait au travers d'un libraire. Et C'est on pas donne la sa deadline chance. du romancier où on se dit une œuvre. Ok. Mais voilà, mais en réalité, quand on fait l'histoire culturelle de notre pays, le roman feuilleton du 19e siècle, c'était ça. Voilà, l'internet de l'époque, c'était le journal, et puis les dessinateurs n'étaient pas dessinateurs, ils étaient écrivains, ils s'appelaient Alexandre Dumas et d'autres. Alors comment tu analyses quand même le fait que la France est un territoire très particulier par rapport, je pense, même à d'autres pays d'Europe ou d'autres pays du monde. On a cet attachement aux produits livres, au physique, que, on va dire, beaucoup de pays commencent à perdre pour des raisons de praticité, de place et d'instantanéité. C'est ma prochaine question, Voilà. parce que la plupart des webtoons qui cartonnent, Solo Leveling... Ressortent en manga. Voilà, qu'est-ce qui se passe avec la secrétaire Kim, etc. Ce sont des titres qui cartonnent à la fois en drama ou en webtoon. Ils sont édités en version physique chez nous et il y a un gros marché là-dessus. Alors qu'en Corée, la plupart des séries qui cartonnent aussi, comme Solo Leveling, etc., sont aussi physiquement éditées, mais je ne connais, à titre perso, personne qui les achète. Absolument. Donc comment ça s'interprète? Est-ce qu'il y a une immaturité de l'audience française sur la consommation numérique de la bande dessinée? Ou une maturité. Ça dépend de quel point de vue on se place. Je pense qu'il n'y a pas d'immaturité, c'est-à-dire qu'il y a un public qui apprécie effectivement aller rapidement sur une consommation digitale qui est une consommation de vitesse, d'énergie de l'instant. Et puis il y a une clientèle qui aime avoir des livres aussi pour les collectionner, parce qu'on aime avoir des bibliothèques, on aime posséder la chose, on est dans une logique de collection. C'est clair que le monde de l'édition aujourd'hui fait des livres qui sont de plus en plus beaux, aussi de plus en plus cher, mais de plus en plus beau. Donc on est vraiment dans une évolution, c'est mon avis en tout cas, dans une évolution du livre vers le beau livre. Si on est dans la littérature, il y a toujours le livre de poche, mais même les livres de poche deviennent jolis. Donc on est dans ce paradoxe de l'instant où le livre évolue vers quelque chose de plus en plus collectionnable, qui représente ce que l'on est. Voilà, quand on accueille quelqu'un chez soi, j'ai une belle bibliothèque ou pas, elle est grande ou petite, j'ai des livres partout ou pas, et en fonction de ce qu'on décrypte dans cette émotion reçue, on va peut-être découvrir la personnalité de l'un l'autre. C'est peut-être un truc à imaginer pour les rencontres. Ça. Que tu découvres ma personnalité quand tu viens chez moi, Marie. Beaucoup de mangas. Dis-moi ce que tu dis, je te dirai qui tu es. Effectivement. J'ai une dernière question. Est-ce que justement le succès de ces séries qui débouchent sur l'édition physique de ces livres, est-ce que ça finalement impacte les demandes de séries sur la plateforme? Est-ce que c'est aussi un accélérateur de particules pour la plupart des séries qui, au début, passaient de manière un peu confidentielle, mais boostées par une série qui rencontre un succès sur un Netflix ou autre, eh bien change tout du jour au lendemain? Non, je crois que le cheminement aujourd'hui, il est assez basique. Hein, c'est que c'est d'abord le digital. En tout cas, sur le webtoon, c'est d'abord le digital, et le papier n'est qu'un aboutissement. D'abord, il y a un choix éditorial. Hein, les éditeurs qui font aujourd'hui du webtoon vont faire leur marché en disant « Ok, ça m'intéresse, je prends un risque ou pas sur telle ou telle licence ». Mais on est vraiment sur une logique de licence. Et le marché qui s'organise aujourd'hui, tu le disais tout à l'heure, il est en train de se reconstruire autour d'un côté des web novels, les webtoons, les dramas. Donc on est vraiment sur une logique d'IP, de propriété intellectuelle et donc de licence. Il peut y avoir demain du jeu vidéo qui débarque en bout de chaîne pour tel ou tel sujet. Donc je crois que la primo-licence, elle est entre le texte et le dessin, et puis tout le reste, c'est de la déclinaison. Je crois que c'est Solo Leveling, le meilleur exemple à ce propos. Sachez qu'en Corée, on trouve des webtoons sur tous les sujets. Certains servent à se tenir au courant des résultats sportifs ou même à apprendre la poterie. Voilà, donc c'est un mode de vie en fait. Est-ce que nous, on est prêt à ça? Et ce sera ma toute dernière question. Est-ce qu'on est prêt à avoir le webtoon comme un médium classique? Je vous le demande parce qu'on est à Média en scène et que finalement, c'est peut-être la question qu'on va s'interroger aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien, parce que d'abord, on a une vraie culture du dessin et que c'est un moyen de passer des messages, alors que ce soit des messages éducatifs, informatifs, politiques, ce qu'on voudra, c'est un véritable médium. Donc, à nous de nous en emparer, parfois à des marques de s'en emparer. Moi, j'ai vu un truc formidable en Corée qui était l'histoire d'un restaurateur qui va gagner sa première étoile Michelin. Et Michelin était sponsor de ce titre. Donc voilà, moi je pense qu'il y a des choses à faire, qu'on soit dans l'amour ou pas de la logique économique, du mariage des marques ou pas. Il y a de la création à faire, il y a un nouveau médium, à nous en emparer et d'en faire quelque chose pour nous aussi.
Merci beaucoup Didier Merci à vous. d'avoir Merci été notre beaucoup. invité ici. Ça a été un plaisir de t'accueillir. On va enchaîner avec le reste de l'émission et la suite de l'actualité dans la Select. C'est parti. Merci. Merci Marie, hein, formidable invité. rien. Quel puits de connaissances, quelle Ah ouais. expérience. J'adore. Éditeur chez tout Casterman, ancienne Ouais. Canal, donc Ouais, avec mais- une vision 360 de ce qu'est le futur des Je médias. dis ici, mais si vous aimez les beaux livres, hein, les œuvres de Casterman et toute l'œuvre de Jiro Taniguchi, hein, je vous Incroyable. invite à aller acheter ça. Les bouquins sont magnifiques, cartonnés, ils sont tous Ouais. d'excellents mangas. Arrête, j'ai plus de place. Mais c'est le genre, Arrêtez. c'est le genre de bouquin, tu Ah. vois. Moi, je lis beaucoup en numérique, tu vois, mais c'est le genre de bouquin t'offres à Noël, tu fais un heureux de ouf, Ouais, tu vois, parce que franchement, tu vas prendre du plaisir Ah, mais moi, à c'est lire sûr. ce livre. Moi, c'est obligé. J'ai ce côté encore très. Et c'est physique. génial parce qu'à Angoulême, il venait pour justement, d'un côté Casterman avec les très beaux livres, les très belles éditions, mais aussi les entreprises coréennes qui venaient pour présenter ce partenariat avec Nanix la est de France. retour ici. Merci Nanix d'être Hey. de retour dans ce plateau et on enchaîne avec le rappel des titres de l'actualité et la Select du jour. Tout à fait, exactement. Oui, on a commencé l'émission il y a déjà un peu plus d'une heure, les amis. Vous avez peut-être manqué le menu principal, c'est pas grave, on se rattrape avec nos petits appetizers. Oui, on est revenu sur malheureusement les limites de Thor et surtout de son limites de Thor. acteur, puisque oui, Chris Hemsworth a quelques soucis de santé. Hein, on vous les a un petit peu. On est revenu ensemble, sur quelques émissions sur ce sujet. Malheureusement, on est en train de se demander quel avenir pour Thor. Est-ce qu'il pourra continuer à l'incarner? Quelles sont justement les différentes problématiques auxquelles il devra faire face par la suite? Quoi qu'il en soit, on a pu aussi parler d'autres choses. On vous rassure, des choses un peu plus positives aussi, notamment d'une petite cérémonie qui arrivera le 8 décembre, alors entre 8 et le 9, les Game Awards. Vous savez, la fameuse cérémonie de Geoff Keighley, le fameux, celui qui fait de l'ombre à l'E3, on le rappelle aussi. En tout cas, voilà, on a fait le point sur, écoutez, les potentielles annonces, puisque évidemment, les gens, quand on parle de Game Awards, ils attendent leur world premiere. C'est normal. On est parti par la suite sur un autre film. Alors celui-ci, c'est le film qui a dépassé tout entendement, hein, puisqu'ils sont partis s'envoler très loin, tout là-haut. Oui, Fast and Furious a un budget explosif, littéralement. Et on est revenu, en fait, de façon plus générale sur les budgets hollywoodiens. Sont-ils trop faramineux? Est-ce que c'est véritablement rentable? Est-ce que c'est trop cher? Eh bien, voilà, une discussion assez folklore, comme on peut s'en douter. On va repartir tout de suite sur la véritable Select et les autres news, à commencer par une actualité que Nanix, ici, attend tout particulièrement. Il aura peut-être quelques mots à ce sujet, puisque, oui, vous le savez, Indiana Jones 5 va arriver. On a pas mal de projets autour d'Indiana Jones qui se font. Alors, Oui. on le sait, on s'en doutait, Harrison Ford étant âgé. Oula c'est quoi ce lapsus terrible. Slash leak, slash spoil. Et tout de suite, on J'allais le pas- voit courir. La glissade, non, il n'est pas atteint de vieillesse, pas du tout. Il est juste âgé de 80 La vieillesse ans. est-il une maladie? Non. Lox. Vous avez 10 minutes. Ouais, 10 minutes? Ouais, c'est vrai. Non, on 3 va pas- secondes. 3 secondes. Non. C'était simple. Non, je m'excuse et pardon, Harry. En tout cas, voilà, on a ce projet qui revient et malheureusement, oui, on se doutait qu'il ne reviendrait peut-être pas à l'écran. Il s'agirait de plusieurs projets. Cette fois-ci, pour Indiana Jones 5, on a pu voir quelques images, notamment des acteurs et des personnages qui seront mis en avant. On parlait de Monsieur Indiana. On a sa filleule qui sera dans le film, hein, qui s'appelle Hélène, qui sera donc interprétée par Phoebe Waller-Bridge. Ouais, Tu connais bien? oui, actrice sympa. Mais attends, sa filleule, elle apparaissait où on voyait genre son coude ou elle était même pas née dans les autres films? J'en ai vu aucun. J'ai oublié le 4 mois, donc je pourrais pas te répondre. J'ai vraiment... mon cerveau a dit non, le 4 n'existe pas, donc Tu l'as... Ah ouais, mais il faut le bench, hein, ce film, C'est rayé. littéralement. C'est voilà. Oh, la vieille, C'est Harrison dur. là derrière, là. Ouais. Harrison Incroyable. Ford, ouais. Il avait présenté le film à la San Diego Ah Comic mais Con. oui, mais notamment. attends, mais Ah, c'est donc le l'actrice film- de Fleabag. Le Oui. film a déjà été diffusé. Oh oui, excellente série sur Prime Video. Vraiment, je la recommande. Et du coup, si c'est elle qui joue c'est la elle. fille, je Oui. suis plutôt enjaillée. C'est une très D'accord. belle J'ai vu Oui, que en des tout cas, retours c'est- positifs, je vois Ah, pas du Oui, tout. incroyable, la c'est une actrice cool. Après, elle est Après, pas, oui.
c'est pas la plus bankable d'Hollywood. Non, mais mais c'est elle joue bien, ça lui donne une opportunité de le devenir. Exactement. Ouais, Ouais, gueule, elle a un On truc. parle quoi. d'héritage pour Indiana Jones, donc c'est en vrai c'est cool qu'il soit là pour transmettre le Un flambeau. legacy sequel. Après, il n'est pas censé avoir un fils. C'est pas Shia LaBeouf, son fils dans Indiana Jones à Indy. Quelqu'un se souvient, Indiana Jones Non. 4, il Trop me long. Je semble. dis, je l'ai oublié le 4, justement. Shia Je veux LaBeouf, pas- il découvre l'origine des extraterrestres non, je ne sais plus, non. sur Terre. Non. Très bien, non, On tout le me monde dit s'en fout. si, Très bien, merci. J'ai voulu piocher dans le chat, ils ont tous dit que le 4 n'existait pas. Donc Ouais, moi, je pense qu'il n'y a pas eu de 4 Vraiment, en le fait. 4, faut l'oublier. Très bien. Je pense que tout ce qui a été fait autour Ok. du 4 va être mis de côté pour le 5. C'est bien ça. Donc j'ai raison. D'accord, ok. Mais J'ai oublie. raison Mais et oublie. vous avez une bien mauvaise connaissance de ça. Et justement, alors on a eu aussi des nouvelles du grand méchant. Alors autre petit détail et élément sur cette actrice, Ouais. elle n'est pas que actrice, elle coécrit également le film apparemment. Ok. Donc je dis Très bien. très beau. Et on très me dit bien. que c'est elle qui est GG, derrière la série showrunner. Killing Eve. Oui, parce qu'elle, enfin, c'est une showrunner. Trop forte. Voilà, point Juste faible. trop forte. Point faible. Genre, littéralement le point faible. Justement, le méchant, lui, est incarné par Mads Mikkelsen. On connaît un petit Hannibal. peu aussi, voilà, dans le rôle. Les animaux fantastiques. Non, ouais. on revient pas dessus. Aussi. Rogue One aussi. On l'a oublié celui-là. Bonne, Non, Rogue One aussi. oubliable lui aussi, bon peut-être. Et donc le petit dernier, Indiana Jones, et c'est là où je vais revenir. Pourquoi je vous disais pas vraiment Harrison Ford, puisqu'on va utiliser une technologie Oui. dans ce film. Alors une technologie qui fait actuellement beaucoup parler, puisqu'en fait on va faire un voyage dans le temps. Hein. On va remonter dans les années 1900. J'ai pas noté la date, mais début des années 1900 et quelques. Ouais. Et donc ils veulent vraiment vous donner cette sensation de voyage dans le temps. Oui, on a tourné ça à ce moment-là. Et donc effectivement, Deepfake. notre Indiana Jones Ouais. serait rajeuni, une Ouais, technologie ouais, qu'on a bien pu sûr. voir déjà empruntée plusieurs fois. Et donc Utilisé d'en effectivement, face, ça a un petit utilisé peu dans fait plein de parler. trucs. Et, les gens sont On emploie un partis autre- pas on emploie un autre mot convaincus. maintenant, on dit performance capture. Performance capture, d'accord. Ouais. Aujourd'hui, il y a plusieurs films qui ont déjà utilisé ça et qui ont rajeuni des Parce qu'il acteurs. va jouer aussi le général Ross dans le film Thunderbolts pour Marvel. Et du coup, comme il est trop vieux pour incarner un général Ross jeune, on Mais utilisera... prenez un nouvel acteur en fait. Avec la moustache et tout, et la barbe... Waouh, le maquillage, il excusez-moi, ressemble... au prix de la prod. Je suis pas là pour défendre, je mets juste des petits items pour expliquer, mais en gros, ouais, ils vont utiliser de la performance capture aussi pour ce rôle-là, donc ça m'étonne pas que... Certains Indiana disent Jones que ça va passe. mal vieillir, ces effets spéciaux. En fait, ils sont de plus en plus réalistes, donc je pense pas que ça T'as vu vieillira Nicole Kidman si dans mal. Aquaman Il y en a qui sont mal faits. Ouais. Par contre, quand Moi, je c'est trouve bien que des fait, fois, ça fait cheap. Ah ouais. quand c'est bien fait, c'est bluffant. Tu Tu sais, vois pas la diff. comment ça s'appelle, c'est Carrie... oh, j'ai plus le nom, Carrie aidez-moi. Fisher. Carrie Fisher. Carrie Fisher dans Star Wars. Dans Rogue One aussi, tu la vois, hein, c'est vite fait, c'est pas... C'est dur. C'est dur. Bon, écoutez, en tout cas, c'est un fait. Il n'y a que le temps qui nous permettra de juger de tout ça. On va pouvoir passer à autre chose et rester un petit peu sur la même thématique. On parlait d'IA, de façon d'utiliser des images et de créer des potentiels deepfakes. Eh bien oui, les deepfakes, est-ce qu'on a besoin de vous les définir aujourd'hui? Non, pas vraiment, mais je vais le faire quand même. Oui, Rappelle-nous c'est ce que le c'est. fait de réutiliser des images qui ne sont pas réelles. C'est-à-dire, on prend le visage d'une personnalité et on va le superposer dans ton Par corps exemple. en te faisant incarner et dire des choses que vous n'avez absolument jamais ça. dit. À titre d'exemple, par exemple, sur TikTok, vous pouvez retrouver un compte de Tom Cruise, mais aussi Kenny Reeves. Je vais dire Kenny West Reeves. Enfin bref, trop bizarre. Du coup, bien Mais y en a un qui Kenny est sympa, Reeves. Je ne sais pas lequel, mais. Il y en a qui, voilà. Et du coup, on en a vu beaucoup. Et justement, le deepfake a suscité pas mal de craintes, notamment concernant quelques dérives géopolitiques. On a eu cette année typiquement une vidéo du président ukrainien Zelensky, dans lequel on pouvait le voir mener un faux discours. On disait aux gens tout simplement de se rendre et tout. Ouais. Donc on comprend qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de dérives et que justement, malheureusement, l'outil est de plus en plus réaliste et qu'il nous fallait donc plus d'outils pour réussir à authentifier et détecter en cas de problème. Eh bien écoutez, ça y est, on a notre premier outil et premier détecteur de deepfake en temps réel. C'est d'ailleurs Intel qui l'a mis au point. Ça s'appelle donc Fake Catcher, qui est plutôt fonctionnel. On a un taux quand même de réussite de 96%. C'est OK. C'est assez particulier puisqu'en fait, l'algorithme va réussir à venir repérer des différences subtiles de lumière Alors ça, qui je sont l'attends. générées. De quoi? Tu vas le dire très vite. De quoi? Je l'attends avec beaucoup d'impatience, la deuxième phrase. La Après deuxième le phrase. Visage humain, 2 points. Ah, la photo fétiche
fétichismographie. Yes. Ouais. La PPG, quoi. La PPG, quoi, exactement. Alors, je vais quand même l'expliquer pour le coup, parce que là, j'ai dû perdre les gens. Mais, alors, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, quand je parle, il se passe des choses que vous ne pouvez pas détecter à l'œil humain. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, dans mes vaisseaux sanguins, de façon très subtile, des lumières sont générées et vont donc avoir créé des mouvements qu'on ne peut pas détecter nous-mêmes, mais que les intelligences artificielles, les IA, elles, sont capables de faire. Donc effectivement, ça s'appelle la photoplétismographie, et on la renomme plus souvent la PPG, puisque effectivement, le terme n'est pas le plus sympa. Et on en passe BP Garcia aussi, quand je vois PPG dans le chat. Ils n'ont pas oublié. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? Donc les signaux qui seront collectés lorsque justement ces battements, donc ces faits rythmés par notre cœur, des vaisseaux cardiaques vont remonter et créer donc tous ces petits mouvements de lumière. Et donc, l'intelligence artificielle, comme je vous l'ai expliqué, va réussir à les identifier sur les pixels d'une vidéo, et ça en à peine quelques millisecondes. Donc, c'est très rapide. Un outil qui, pour le moment, est relativement efficace et qui aurait, donc, comme on vous le disait, pour vocation d'aller contrer, malheureusement, toutes les dérives et les deepfakes / intox qu'on connaît déjà sur Internet depuis quelques années. C'est un outil d'utilité publique qui va servir très probablement à la fois beaucoup de médias, mais aussi beaucoup de personnalités pour mettre en évidence ces nouveaux... En cas de doute, en tout cas, en un clic, normalement, on aura la possibilité de le faire. Parfois, c'est pour la blague, quand c'est précisé. C'est plutôt rigolo. On enchaîne. Oui, on enchaîne immédiatement avec... vous vous souvenez, au mois de juin Oui. Oui, tu t'en souviens? Moi, je me souviens. Bah oui, ce que tu fais Let's Go. Exactement. Tout à fait, c'était logique. Sony avait montré une voiture. Sony et Honda ont décidé de co-créer une entreprise, une co-entreprise, c'est le terme qu'on lui donne. Entre japonais, voilà. Comme d'habitude. Ouais. Petite connivence. Voilà. Avec un petit aspect chauvin sur les bords. On ne... voilà, jugera pas, on ne commentera pas là-dessus. En tout cas, ils avaient le but donc d'aller construire des véhicules électriques, la Sony Honda Modalité, et donc la commercialisation initialement était prévue donc pour 2025. Cette fois-ci, ils ont décidé d'aller plus loin dans leurs envies et leurs ambitions, puisque outre le fait d'avoir une voiture électrique, un petit peu dans l'air du temps, vous vous en doutez, on s'est dit tiens. Et si on faisait un petit peu comme Tesla, qui vous propose de jouer directement dans votre véhicule, on fout une PS5. On vous met une PS5 dans votre voiture. Oui, c'est la base. Ah ouais, c'est la base. Et degré. en plus, je pense que la PS5, en tout cas la carte de la PS5, serait une excellente carte pour gérer la totalité de l'informatique et du programme de la voiture. Je me fais une vanne, c'est tellement chiant d'avoir des PS5. Je vais acheter une voiture pour avoir une PS5. En fait, après le pack avec la télé, après le pack, c'était quoi, fibre optique, et bien maintenant vous avez le pack PlayStation voiture. Attends, mais la voiture va se faire braquer. Tu te fais voler des façades de radio en bit 2022. Non mais... je te prie de me croire qu'une PS5... T'as pas l'objet PS5, mais on va dire qu'elle serait installée dedans. Là, t'as une PlayStation 5 sur roue. C'est plus une voiture, en fait. C'est ça, exactement. Tu pètes un truc en plastique et dessous t'as une PS5. Tu peux dire c'est une PS5 qui roule. Je vais te demander de ton fric, c'est descendre ta caisse et lâche-moi ta PS5, d'accord? Et les clés. Alors, faut savoir pourquoi est-ce que Sony passe forcément par Honda. Ils fabriquent pas de voitures, c'est un vrai savoir-faire de fabriquer des voitures. Oui. Et Sony fabrique en revanche énormément des capteurs et des caméras pour les voitures autonomes. Il me semble d'ailleurs, alors je ne sais pas que sur certains modèles de Tesla, tous les capteurs de caméra qui servent aux pilotes autonomes sont des capteurs Sony. Et en fait, Sony, en termes de caméras, ils sont ouf. Et je vous spoil, les caméras qui nous filment actuellement, c'est Sony aussi. C'est des Sony, c'est vrai. C'est Sony aussi. Donc, c'est en fait, en termes de matériel professionnel et de photographie Sony, et de A7, filmographie. ZV1, alors ceux qui connaissent un peu les caméras, c'est ça. Ils sont au top du top du très top. fort. Et souvent, ils distribuent à énormément de fabricants auto. Et Honda n'est pas mauvais aussi dans son genre, puisque les actuels véhicules qui connaissent, par exemple, il y a le modèle Honda E, donc la gamme électrique déjà que propose Honda, dispose déjà en fait d'une prise de courant de 230 volts avec une entrée HDMI. C'est-à-dire qu'ils essayent vraiment progressivement de s'approcher de plus et de créer cet écosystème complètement... Pourquoi pas ? Il y a un monde où tu es dans ta Honda,
Tu le mets en mode Alors- conduite automatique, autonome, et tu joues à ta PS5. Ouais, En bon. fait, Sony qui a abandonné la PSP a directement C'est fait ça. le choix de la prochaine console portable qui t'emmène toi. C'est pas toi qui emmène ta Incroyable. console. Ça sera, Pourquoi pas ça sera un monde où il faudra quand même voter quelques lois pour rendre ça possible, ce qui me permet justement de saluer Jean Massier, évidemment, sur le chat, parce que actuellement, la full autonomie des voitures, sauf dans des lignes très fermées, c'est complètement interdit en France. Oui, Voilà. c'est pas possible. Donc. Mais par contre, à l'arrêt, vous pouvez jouer à votre console de jeu. Même si à chaque fois que je passe sur le périph', je vois des gens. Voilà. Vous avez jamais joué à votre PlayStation 1, votre PlayStation 2 dans votre voiture, ça vous est jamais arrivé? Quoi Mais quoi? Mais personne fait ça. T'es chez toi. C'est dans ton sérieux? salon. PSP Non, PlayStation 1, PlayStation 2. Avec café olive ou sans café olive? Ça dépend. Hein? Non, mais tu sais, la PlayStation 1, elle avait pouvais avoir un truc elle avait d'écran, un mais moi, mini j'avais écran pas ce LCD device. qui s'achetait et Que tu pouvais mettre sur ta brancher sur ton console direct. allume-cigare. Ouais. Oui, mais jamais je l'avais Et fait nous, ça. moi, j'ai déjà fait des trajets en voiture avec la PS1 ici Ouais. et on jouait à Toshiden, à Tobal, Eh ben, dans la Tobal. voiture. Ouais. On se pétait un peu les yeux, mais ça marchait. Ah ouais, non, jamais vu. Oh la ref, il y en a, ils m'ont lâché Exhibit l'a fait. Tant pis, my right. Genre, Exactement. tu aimes les PlayStation, mec, on t'a installé une PlayStation 1 à l'arrière de ta voiture. Et elle est même Bref, pour la PS2 aussi, mais elle est la même chose. Bref. incroyable. En tout cas, Voilà, tiens, regarde, merci. Merci, un Paul. rêve qui redeviendra du coup réalité. Ken, Waouh. pour bientôt. On va pouvoir enchaîner tellement jeune. avec des accords. Oui, les accords, ça nous intéresse beaucoup puisque vous savez, l'un des plus gros achats a eu lieu il y a un peu plus d'un an maintenant. Oui, une tentative de rachat absolument. Waouh, on rappelle, Activision, Blizzard, King, oui, puisqu'ils sont quand même un petit peu au-dessus, ont été rachetés par Microsoft. En tout cas, une tentative. Ils sont encore en cours d'examination par voilà, le marché et les finances. C'est toujours pas Et fait, hein, cette c'est toujours histoire. pas fait. Et plus on C'est avance, vraiment- plus et plus c'est chaud. Plus c'est chaud. D'où le Non, fait mais que ce sera Phil printemps Spencer 2023. ait pris la peine de rappeler qu'effectivement, leur ambition, eux, c'est pas Call of Duty en fait. Call of Duty, c'est minime. Eux, ce qu'ils veulent, c'est s'investir et prendre place, avoir une part justement dans le marché du mobile. Oui, Hyper c'est ça, important. C'est un petit exactement. peu la case qui leur manque actuellement, en plus d'avoir leur Xbox Store présent sur le téléphone. Petit détail, autre petit élément, c'est là, on a une nouvelle information qui vient de sortir. C'est que le New York Times, nous apprend que Microsoft aurait donc proposé une nouvelle offre à Sony concernant justement l'utilisation de la licence Call of Duty sur l'écosystème PlayStation, puisque oui, on a pu voir, c'était très important d'avoir un Call of Duty sur sa PlayStation. Oui, pas de Call of sans PlayStation. Et Tu joues sur quoi, toi, à Call of? Sur PC, très bien. Tu joues sur quoi, Call of? PlayStation 5. PlayStation, tu joues sur quoi, Call of? Ah, moi, je suis une gamers mobile. En fait. Donc, Je n'ai pas le temps. tu as ma console Call of sur mon PC. mobile tiens. qui va fous-moi la ressortir. paix, ok? C'est vrai, et c'est un très bon jeu. En France, la grande majorité des gens jouent à Call of Duty sur PlayStation. PlayStation, bien Oui, sûr. tout à fait. Mais moi, j'y ai joué des années sur PlayStation, je vais pas mentir. Bien sûr. Donc c'est une licence Mais à un moment donné, identifiée PlayStation de le ouf, jeu hein. n'était pas C'est- dispo sur Steam, je crois, à un moment donné. J'ai dit Il avait disparu, Paru, il n'était il est plus revenu. dispo, et là, Voilà. depuis MW2, C'est ça. il est de retour sur Steam, et ça faisait Ça explique cela un aussi. petit moment qu'il avait disparu effectivement de cet écosystème, et c'est pas les seuls, puisque vous allez voir que ce sera aussi la news suivante. Mais voilà, du coup, cet accord, voilà, une proposition que Microsoft aurait lancée à Sony en disant, bah écoutez, nous on vous le laisse pour 10 ans. Et apparemment, bah... Sony, sans commentaire, retour pour le moment. On n'a aucune information supplémentaire. Alors peut-être qu'ils ont dit oui, mais juste ils ne l'ont pas encore confirmé à des confrères actuellement. On verra quand ça sortira, mais visiblement là là. des tentatives sont en train de se faire. On essaye Alors, d'aplanir c'est bien. au maximum C'est pour bien. pouvoir Ouais. faire cette acquisition. Bien sûr. Moi, D'un côté, Microsoft déclare, mais nous, c'est le jeu mobile qui nous intéresse, évidemment. On laissera Call of Duty, vous en faites pas. De l'autre côté, PlayStation voit peut-être l'une des licences les plus lucratives de sa plateforme être dans les mains d'un de ses plus grands concurrents. La guerre, elle est réelle. Hein. J'ai hâte des témoignages, j'ai hâte du docu qui est sur la plateforme qui arrivera pour nous raconter les dessous tellement. Ah ouais. Parce qu'à mon avis, il y a tellement d'histoires incroyables. Ouais, effectivement, ok. Sonia, ta gueule. D'accord, très bien. C'est clairement ça. Ça veut dire Allez, ça veut dire qu'il reste 10 minutes pour... D'accord. on y voilà. va.
On y va Merci, tout de suite. merci. On va enchaîner avec Steam. On parlait justement de ces jeux qui ont disparu de la plateforme, là où avant c'était la jungle. Il y avait tout, absolument tout, télélicence dans cette bibliothèque. Eh bien écoutez, c'est le grand retour d'Ubisoft sur Steam. Ça y est, ça faisait quelques années, je crois, on est quasiment à 3-4 ans d'absence. Et justement, après une migration dans un premier temps sur l'Epic Game Store, Ouais. après on a eu l'existence de l'Ubi Connect. Exactement. Ubisoft Connect qui malheureusement n'a pas tant bien fonctionné que En même ça. temps, je suis désolé, Parce que mais quand t'as Ah oui, 150 c'est une launchers horreur, sur ton PC, Ouais. c'est horrible, juste c'est too much. insupportable. Bah, c'est affreux. Et c'est chiant. Affreux. Voilà. Franchement, UbiConnect, au secours. Moi, franchement, j'ai dû l'installer pour jouer au Uno. Non, mais moi, Voilà. moi j'ai lancé Mario et les lapins crétins sur Switch, et s'il y a bien quelque chose que je déteste sur Switch, c'est qu'on me propose, quand je lance un jeu, de me connecter à un truc en ligne. Alors, c'est pas obligatoire, Ouais. mais on Ouais. te propose, et faut zapper cet écran-là. Ouais. Fous-moi la paix, en fait, Ubi, je m'en Je veux juste fous de ta jouer, vie. en fait. En fait, je acheter joue à mon mon jeu, jeu. je veux jouer. Si j'ai acheté sur Switch, c'est pour jouer sans Oui, connexion. mais t'as des collectibles à récupérer que ça te Bon, fait gagner bah, des points les parce que t'as joué à steaks. des jeux. Bon, bref, effectivement, c'était chiant. Du coup, eh bien, je crois qu'ils t'ont entendu, Ken. Il semblerait qu'ils l'aient compris. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, écoutez, alors, je vais quand même donner les raisons de ce départ. C'est vraiment les raisons, à la base, c'était purement commercial. Faut savoir qu'au moment où Ubisoft est parti et a créé sa propre plateforme, ils ont réussi quand même à multiplier par 6 les précommandes de The Division 2 sur leur propre plateforme, donc en évitant de prendre un 30% de com par Valve. Et du coup, Bah oui, c'est Assassin's surtout ça, Creed, ouais. bah oui, c'est une raison financière On les et comprend commerciale, aussi, hein. vous vous en doutez. Et donc Assassin's Creed Valhalla va tout de même revenir et arriver tout simplement sur Steam le 6 décembre. Alors ce sera lié forcément avec son prochain DLC, le dernier chapitre, qui arrivera en même temps. Et on a d'autres jeux d'Ubisoft qui eux aussi vont réapparaître progressivement. Donc on a Roller Champions qui est sorti il y a quelques temps. On a aussi Anno 1800 et toutes les prochaines sorties normalement d'Ubisoft devraient revenir sur la plateforme. Donc on peut penser forcément au remake de Prince of Persia, Les Sables du Temps, si un On est jour d'accord il que sort. si on l'a acheté sur la plateforme d'Ubisoft, on l'a pas sur Steam, hein, donc c'est deux plateformes qui Non. ne sont pas liées. Voilà, donc Voilà. c'est ça. Par contre, si tu l'achètes sur Steam, le jeu va te proposer de te connecter à UbiConnect Ubisoft, tout le temps. UbiConnect, exactement. Bon, c'est cool. Ils reviennent en tout cas sur Steam. Ubi, ils testent un peu toutes les plateformes. Ça, on peut pas leur reprocher de pas tester. Ouais. Hein. En Parler tout de Mario cas, Kart. ouais, on va parler de Mario Kart. Exactement, puisque vous savez, c'est le jeu qui va encore se faire vendre de fou avant Noël. Et C'est qu'est-ce qui possible. va arriver également? Eh Je vais bien, vous faire un Mario Kart moi déjà à Noël. c'est vrai. Voilà. C'était sûr que ça allait se retrouver sous le sapin d'une façon ou d'une autre. Et vous le savez, on a eu cette annonce avec ce petit direct qui nous a annoncé les 48 prochains circuits à intégrer le jeu. Alors sur 3 périodes distinctes de l'année, et l'une des premières va arriver là, puisque oui, à partir du 7 décembre, vous allez avoir le droit à 8 nouveaux circuits, dont le bois vermeil qui est tiré lui de l'épisode Wii, le jardin de Peach qui lui sort de l'épisode littéralement, c'était sur DS, le lac Boo qui lui était Sur l'épisode Advance. De GBA. Eh oui. J'adore avec Boo. Il s'en rappelle encore visiblement. La balade berlinoise, le détour de Londres ou encore le Mont Festif. On a quand même pas mal de retours. Voilà, comme je vous le disais, il nous restera encore par la suite 24 circuits C'est ça. à Là, découvrir. c'est le 3e du Season Pass. Exactement. 3e pack du Season Pass. 8 décembre, c'est ça? Le 7. 7 décembre. Le 7 décembre. 7 décembre. Donc très prochainement. Et on va terminer avec la dernière actualité, cette fois-ci. Une série, je sais, qui plaît à beaucoup de monde, hein, elle fait beaucoup parler, C'est vrai. puisque oui, on a pas mal de grands noms là-dessus. Alors, si vous avez regardé Dark, effectivement, le réal est dessus, donc ça a attiré l'œil de pas mal de spectateurs, sauf que 1899 pourrait être en vrai, un plagiat, en tout cas aurait puisé quelques inspirations Mais auprès non. d'une bande dessinée du nom de Black Silence, qui Écoute, serait sortie en 2016. Jamais Netflix ne ferait ça. C'est du jamais Netflix vu. ne fait pas ça. Une série qui s'inspire. Non. Les insinuations Ah oui, sur je ce crois pas. plateau est scandaleuse. Et c'est pas parce que nous partageons Mais c'est avec le terrible plateau de parce que Partisans les Échos. les créateurs de cette série avaient déjà Vécu. Déjà Bah, vécu des accusations de plagiat. non, réussi un coup d'essai sur justement une série politique avec comme thème l'immigration, etc. Là, Ouais. pour rappel, si vous connaissez pas 1899, on suit des émigrés qui partent de l'Europe vers le rêve américain. Yes. Sauf qu'en chemin, ils vont tomber sur un autre bateau et vraisemblablement, il se passe des dingueries. C'est ça. Donc, un schéma qui a eu l'air de plaire et qui, sur le papier, est plutôt attractif.
Maintenant, ouais, c'est vrai que cette révélation, elle est hyper décevante. Si c'est juste quelques petites inspirations, ça me va. Très franchement. Alors, c'est donc l'artiste brésilienne Marie Canine qui, du coup, a révélé sur Twitter, hein, elle a fait pas mal de tweets là-dessus, les nombreuses similitudes qui lui paraissent tout de même assez troublantes. Ouais, ça peut être le hasard, hein, tu sais. Écoute, Toi, ça te fait rigoler. parce que je crois pas du tout. Écoute. C'est vrai, certainement le fruit du hasard. Mais bon, c'est vrai que l'intrigue serait la même. Ouais. Genre, Là, c'est entre relou. autres. Là, c'est relou. Et même un peu dans la direction artistique, là où ça a été pas mal puisé aussi, puisqu'elle est de son côté artiste aussi. Donc, elle a vu quand même pas mal de détails et d'éléments qui, lui ont fait un petit peu mal. On peut comprendre, effectivement, quand vous êtes artiste, vous avez une volonté aussi qui est de faire connaître votre travail. Et effectivement, quand on voit soit qu'on le reprend et qu'on vous met littéralement de côté, on ne vous crédite pas ou quoi que ce soit, c'est vrai que ça peut être assez dur. On verra par la suite. C'est une inspiration. On verra si c'est d'inspiration, si c'est du véritable plagiat, ça doit être jugé vraiment, par des autorités compétentes et pas par nous lors d'une émission. Exactement. S'il y a vraiment plagiat, on le verra. En tout cas, sachez qu'il y a tellement d'œuvres et tellement de sujets qui ont été abordés au travers les âges que dès qu'on fait un nouveau produit, soit film, livre, manga, tu te dis, mais déjà vu ça, moi, un peu, quelque part. C'est difficile de faire des Ils ont répondu, vrais nouveaux trucs. Cela dit. Hein. Ouais. Parce qu'elle explique comment ça a pu se produire. Elle s'est rendue à un festival à Göteborg, donc en Suède, hein, si je me trompe pas, en 2017. Et elle avait rencontré les showrunners de la série. Sa série Black Silence, donc sortie en 2016, avait été traduite, etc. Donc ils avaient eu l'occasion lors d'un panel de découvrir la série. Et certes, il y a des similitudes comme une pyramide au milieu de l'océan. Bon, c'est vrai que tout le monde n'a pas cette idée. C'est quand même un peu étrange. Il y a des similitudes. Alors pour le moment, on n'a pas encore apparemment de retour de la part des équipes qui se sont pas exprimées sur le sujet. Il a répondu sur Instagram. Ah bon ? Visiblement, Baran Bohodar qui a répondu aux accusations en disant elle signifie beaucoup pour nous, donc les messages de soutien, merci beaucoup. On prend au sérieux. Voilà, nous ne connaissons pas l'artiste, ni son travail ou la bande dessinée, nous ne volerions jamais à d'autres artistes, car nous nous sentons nous-mêmes artistes. Nous l'avons également contactée, alors j'espère qu'elle retirera ces accusations. Internet est devenu un endroit étrange, s'il vous plaît, propagez plus d'amour que de haine. Merci. Bon, voilà, tu vois, bon, ça met la garde quand même, hein. Merci Marie. La défense, c'est pas ouf, le quoi. complément, parce que moi, ça suffit pas. Il m'accuse, c'est faux. Pas de retour. Ouais, Ok. non, moi, non. Ouais. Est-ce que Marvel a plagié DC? Oh. Mais les deux se sont plagiés. Ne serait-ce que sur les personnages. T'as Aquaman et Namor. Qui a inspiré qui, à ton avis? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Donc, voilà. C'est à toi de nous dire. Bon, ils répondent là. C'est pas envie de le dire. C'est que de toute façon, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Merci Lox pour Plaisir. cette select. Ici, voilà, vous êtes au courant de tout. Maintenant, on va passer au dossier du jour et revenir sur la carrière d'un homme qui a très probablement croisé votre vie de gamer ou votre vie, eh bien, tout court, un jour ou l'autre. Il s'agit de Tom Clancy, c'est avec Nanix, c'est tout de suite. Incroyable mais Et vrai, Tom Clancy. Bonjour. Pouah, quel homme fou. Ça fait tellement longtemps que je vois, tu sais, son nom arriver devant des jeux auxquels je joue. Ouais. Tu sais, je me dis, mais c'est qui ce lui gars, en fait? Qu'est-ce qu'il vient foutre là? Eh ben, ça tombe bien, je vais pouvoir tout expliquer. Ah, merci. Parfait. Parce que jeune, moi, je voyais écrit Tom Clancy, je me dis, waouh, le mec, ça doit être un. Perso, lui, On est c'est un d'accord, mec. Splinter Cell, il y avait son nom devant. Tom Clancy. Ouais. T'es d'accord, voilà, Voilà. on est Je bien me là. dis, waouh, c'est un mec super riche qui a posé son nom sur les jeux vidéo. Jack puis- Ryan, la série récemment. J'y viens, Wow. pas la chronique avant la chronique, mon cher Ken. Désolé. Je me disais incroyable. Et puis après, j'ai appris qu'il était scénariste, romancier. Et je vais y venir. Pourquoi on en parle? Parce que c'est les 20 ans de Splinter Cell, donc le premier opus qui est sorti en novembre 2002. Et c'est Tom Clancy, évidemment, qui a posé son nom derrière ce jeu, comme il l'a fait pour Rainbow Six, Tom Clancy's Rainbow Six, Ah ouais. Tom Clancy's Ghost Recon, Tom Clancy's The Division, et on a encore d'autres. Évidemment, je vous garde ça pour la fin de la chronique. Mais qui est cet homme? C'est un homme né à Baltimore dans les années 1947. Baltimore, ville célèbre pour sa criminalité, La mais Baltimore aussi- Club. mais surtout pour la série The Wire, qui se passe à Baltimore. Oh. The Wire, en français, sur écoute, du coup.
qui a mis un petit peu Baltimore au centre des débats. Tom Clancy est donc un romancier, un écrivain et un scénariste. Il a notamment inventé un genre de littérature, mais avant de faire tout ça, il était courtier en assurance. Donc, le métier le plus rien à voir. chiant de l'histoire. Exactement. Rien à voir avec le génie militaire, rien à voir avec l'espionnage, tout ce qui va l'intéresser après, ce cher Tom. Tom, en fait, il est grave intéressé, passionné par tout ce qui touche à l'armée et donc, pour lui, à l'US Army. Il décide de s'engager. Malheureusement pour lui, il sera recalé. Il ne peut pas faire la guerre du Vietnam pour une cause de mauvaise vue. Du coup, parce qu'il monsieur porte des lunettes, il n'a pas la vue qu'il faut pour pouvoir évidemment porter les armes et aller se battre sur le front. Il avait la volonté de s'engager. Il avait la volonté de s'engager. Il était vraiment très patriote et très intéressé en tout cas par l'armée et la culture, si on peut appeler ça une culture évidemment, militaire. En fait, c'est par dépit que Tom Clancy devient du coup écrivain, que le Tom Clancy que l'on connaît, qui a inspiré les jeux, les séries et les films, va arriver en 1984, sort Octobre Rouge, qui donnera plus tard à la poursuite d'Octobre Rouge, évidemment, avec Alec Baldwin et Sean Connery dans les rôles titres de ce film, notamment. Octobre Rouge, qui est un bouquin qui est inspiré de la mutinerie d'un équipage d'une frégate soviétique, et du coup, qui va derrière découler de l'histoire du film. Et il faut savoir que Tom Clancy, lorsqu'il lance ce bouquin, le bouquin est plébiscité partout aux États-Unis. C'est sa première œuvre. C'est sa première œuvre. Et derrière, le président de l'époque, du coup, Ronald Reagan lui-même dira de ce bouquin, c'est le roman parfait. Voilà. Donc, ah ouais. Ouais. Ronald Reagan, l'acteur. Non, Ronald président. Reagan, Oui. le président. Oui, et oui. Ouais, Reagan, là. Bien tentative de touille, mais ça suffit. Ça suffit. Non, le président. Non, mais il a Ils ont raison, il élu, est ils ont élu un acteur président des États-Unis. Ouais. Schwarzenegger est bien C'est des Américains, regarde, Donald Trump, c'était quoi? Je sais pas. Continue. En tout cas, c'est Ronald Reagan pour sa fonction de président, s'il vous plaît. Oh là, des informations. Tom Clancy est surtout connu pour trois personnages évidemment importants. Le premier, c'est Sam Fisher, évidemment. Pourquoi ? Parce que c'est le plus récent parmi... Splinter Cell. Voilà. Et encore récent, vous allez voir, pas tant que ça, mais évidemment, Sam Fisher pour Splinter Cell. Sam, je vous ai toujours la vanne. Sam Fichu, quand vous êtes nul, évidemment, manette en main. Sam Fisher, qui est un ancien commando de Marine des US Navy SEALs. Agent d'élite échelon 3, puis échelon 4, qui est une entité secrète de la NASA, spécialiste de l'infiltration, avec surtout une politique, à savoir être l'homme qui intervient lorsque les pays ne peuvent pas s'entendre ou s'annihiler les uns envers les autres. En gros, le fameux entremetteur. Voilà, en gros, quand ça sent pas très bon, t'envoies Sam pour régler ce qui diplomatiquement ne peut pas être réglé. Et le flot de Sam, c'est des lunettes à vision nocturne, c'est la fameuse caméra glue, les balles annulaires évidemment qui assommaient les ennemis dans le jeu, le câble optique pour pouvoir passer et regarder ce qui se passait sous la porte. On a tous utilisé évidemment le câble optique et la montre terminale pour évidemment pirater les terminaux. Mais avant Sam Fisher, il a eu une vie, Tom Clancy, et son premier héros, c'est Jack Ryan. C'est son premier héros, Jack Ryan, incarné l'analyste financier du Yémen. Exactement, qui est professeur à la base. Qui est un peu courtier en assurance, quelque part. Jack Ryan, né à Baltimore dans la série, comme Tom Clancy. C'est autobiographique. Professeur d'histoire. Et qui passe de professeur d'histoire, messieurs, à, écoutez bien, professeur d'histoire à président des États-Unis, en passant par directeur de la CIA, le mec a fait tous les métiers, et conseiller à la sécurité nationale. En gros, c'est le modèle de la réussite à l'américaine. Ah ouais. Voilà, je suis intéressé par l'armée, j'embarque, et j'ai bien fini président des États-Unis. C'est incroyable. Incarné évidemment, donc avant de parler des films, les livres, Jeux de guerre et Danger immédiat. Donc c'est assez vieux évidemment, c'est des bouquins vieux, mais Jeux de guerre au cinéma, c'est 92 et c'est Harrison Ford. Danger immédiat, c'est 94 et c'est encore Harrison Ford. Et l'un de ses bouquins adaptés en film le plus connu, c'est La somme de toutes les peurs, notamment, pour le personnage de Jack Ryan. En tout, Jack Ryan, c'est 17 bouquins écrits par Tom Clancy lui-même. Et dedans, on a Octobre Rouge, on a également Sans un corps aux morts, mais on a aussi Rainbow Six. J'y viendrai dans quelques secondes. Alec Baldwin, donc, incarne Jack Ryan dans La poursuite d'Octobre Rouge. Harrison Ford, je l'ai dit, dans Jeux de guerre et Danger immédiat. Ben Affleck dans La somme de toutes les peurs. Chris Pine dans The Ryan Initiative en 2013. C'est le Chris qu'on oublie. Et depuis 2018, qui porte le treillis kaki ou presque sur Prime Video, c'est John Krasinski, évidemment. John. Ça m'énerve. Ça suffit. C'est un carton jaune. Oh, ça va. Je vais vous sortir.
Ça suffit. Moi, j'aimais bien. Je sais, mais pas trop. Bon, bah, suicide-vous, allez, là, à la fin de la Bon, je continue. Allez. Mais l'autre personnage important, c'est John Kelly, aka John Clark, puisque c'est le personnage qui est incarné par Michael B. Jordan dans le film Sans aucun remords, également sorti sur Prime Video il y a de ça quelques mois, adaptation du livre du même nom, même si on reprend pas exactement la même histoire. Et en fait, pourquoi c'est un personnage important, John Kelly, puisque c'est le chef de l'unité Rainbow Six, l'unité du jeu. Mais tout est lié. Il m'énerve. Et du coup, de la fameuse unité Rainbow. On va parler aussi de John Clancy, le médium, quelque part, le visionnaire, puisqu'il devient sa propre marque et son propre label, le fameux Tom Clancy's avant les jeux. Je l'ai dit, donc passionné d'espionnage, passionné de la CIA, il a fait du réalisme de ses titres une marque de fabrique. Il faut savoir que en 1994, il écrit Dette d'honneur, qui décrit le crash d'un avion terroriste sur le Capitole. Qu'est-ce qui se passe quelques années plus tard, le 11 septembre 2001? Vous savez exactement ce qui se passe. 2 avions se crashent évidemment sur les tours jumelles. Ouais, et du coup, il y a une analogie se fait évidemment entre son bouquin de l'époque et cela. En 2001, il écrit le scénario du jeu Ghost Recon, dans lequel il anticipe une guerre entre la Géorgie, soutenue par les USA, et la Russie. En 2008, qu'est-ce qui se passe en 2008? La deuxième guerre d'Ossétie du Sud qui oppose du coup la Géorgie à la Russie. Tom Clancy, il avait un temps d'avance sur tout le monde. Il flairait évidemment des choses pas très cool à l'arrivée, mais il avait pas vraiment tort. Il a inventé aussi un genre littéraire, le techno-thriller, ou plutôt, dans un mot moins barbare, le thriller politique, sur fond d'espionnage et évidemment d'antagonisme géopolitique. Il meurt en 2013 d'une insuffisance cardiaque. Il me semblait bien qu'il était décédé. Voilà, mais ça n'empêche pas son nom de continuer à être utilisé, parce que Tom Clancy, il a lancé des séries, il a mis des écrivains sur le devant de la scène, il a coécrit des séries, et surtout, il a décidé en 1996 de fonder un petit studio, Red Storm Entertainment, qui est un studio de jeux vidéo aujourd'hui rattaché depuis les années 2000 à Ubisoft. Il faut savoir que Red Storm Entertainment, c'est le studio à la base de Tom Clancy. Il l'a pas monté tout seul, mais c'est son studio. C'est le studio qui est à l'origine des jeux Rainbow Six. Il avait tout vu avant les autres. C'est le Clancyverse, en fait. Non, mais exactement. le mec, il est super visionnaire. Il n'y a pas un parc d'attractions, Tom Clancy, ce serait incroyable. Il faudrait. Il faudra t'infiltrer dedans, Marie. En fait, en 85, lorsque le livre Octobre Rouge cartonne, en fait, il se fait approcher par un capitaine de la Royal Navy, Duke Little Jones, et cet homme décide de lui dire, écoute, il faudrait peut-être que tes bouquins, qui sont hyper réalistes, etc., s'adaptent dans quelque chose de plus interactif pour le public. Et du coup, il monte ce studio. Ubisoft flaire le coup en 2000, rachète l'ensemble. Et le premier jeu du studio de Tom Clancy, c'est celui-là. Je crois qu'on a l'image, mon cher Polo. C'est Tom Clancy Politica, un jeu de stratégie au tour par tour. Littéralement, dans lequel on incarne des factions militaires de différentes nations. Et du coup, le but, c'est de... ça lag plus que Pokémon. C'est pas la même époque, Je devais la faire. C'est délétère, ça. Sauf que c'est beaucoup plus vieux que Écarlate et Violet. On enchaîne avec le deuxième jeu le plus connu, c'est Tom Clancy's Rainbow Six, qui en fait est à l'origine de tout. FPS tactique, FPS d'infiltration, dans lequel la particularité de Rainbow Six n'avait jamais joué, mais si vous avez déjà vu de la compétition et l'e-sport, ce qu'il y a l'e-sport sur Rainbow Six, c'est de se concentrer sur les phases de préparation avant les phases d'action. Et en fait, c'est ce qui intéressait beaucoup Tom Clancy. C'est là où sa patte était importante, c'est qu'il s'intéressait un petit peu au génie, donc le génie militaire, au génie tactique. Il y avait ses entrées ou pas? Et ses opérateurs. Aller voir, pour aller regarder. Au départ, non, mais je crois savoir qu'une fois que les bouquins ont eu du succès, on l'a littéralement ouvert plusieurs portes de manière... Après, attention, une balle dans le sol. Tu peux pas tout révéler. Non, mais C'est l'armée, tu peux pas tout révéler. Non, mais d'accord, mais ces récits parfois et ces descriptifs sont tellement réalistes. Pareil, les objets utilisés que ce soit les jeux ou même dans ces bouquins étaient très précurseurs par rapport à ce que le public connaissait des objets utilisés par l'armée. Je me disais, est-ce qu'il est vraiment allé des fois consulter? Il a été adoubé par le corps militaire américain qui lui ont laissé quand même certaines entrées. Comme je disais, on ne peut pas tout montrer non plus. Le but, c'est pas de dévoiler tous ses secrets. Mais et dans son entourage, il avait des anciens militaires. Puis il a fait l'armée lui-même aussi. Il faut le rappeler. Ouais. Certes, il n'a pas fait la guerre du Vietnam, mais il s'est quand même engagé. Okay. Donc voilà. Rainbow Six, donc jeu dans lequel il faut gérer la survie de ses coéquipiers
au-delà, et pour réussir la mission, évidemment, le scénar du jeu qui est mis en avant par Tom Clancy lui-même. C'est quasiment le scénar mot pour mot du livre Rainbow Six, qui est adapté derrière. Il a aussi le scénario du premier Ghost Recon, et puis après, ce studio, donc, du coup, qui, depuis 2012, emploie plus de 130 employés, derrière se faire acheter, du coup, par Ubisoft. Ouais. Petit quiz rapide, vraiment très rapide. Vas-y. Tom Clancy a donné son nom à plusieurs licences de jeux vidéo. Est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-unes? Au-delà de celles que j'ai déjà dites. Tom Clancy, à part celle que tu as déjà dites. Est-ce que comment on est d'accord que Alerte Rouge, t'en as déjà parlé, c'est pas lui, d'accord. Ok. Ghost Recon t'as cité. Après, tu sais, tous les jeux d'Ubisoft. C'est vrai? Bah, j'ai cité Ghost Recon, j'ai cité R6, j'ai cité Splinter Cell. Il y a Breakpoint. Non, c'est Ghost Recon. T'as cité comment Plus récent, ça vous parle pas? Le poste. Defiant. X Defiant. D'ailleurs, le nom de Tom Clancy va être enlevé. Oui. Parce que du coup, il y a du coup, ce sera juste X Defiant. Parce qu'il n'y a aucun lien avec ses bouquins. Comment il s'appelle ce post-apo dans les villes de Manhattan ou de New York? The Division. Tout à fait. On n'a pas parlé du tout? Non. Bien vu. Tom Clancy Hawks, le jeu d'avion aussi, qui oui, c'est lui aussi avec son nom. On a aussi Tom Clancy Noir, qui est un jeu de stratégie en temps réel, online, dans lequel on est dans la Troisième Guerre mondiale, et donc du coup c'est un STR, on déplace évidemment ses véhicules, ses hélicoptères, ses factions, ses armées, et la particularité de ce jeu-là, qui est sorti sur PS3, 3.6, Nintendo DS et PSP, c'était de se jouer également à la commande vocale. Vous pouvez donner des ordres à ces factions à la voix. C'est ce qu'on peut faire avec Socom à l'ancienne. Autre qu'au clavier, souris. Autre jeu assez récent, mort en poule, comme tu dirais, mon cher Ken, sorti en 2019, éteint en 2020, on a débranché les serveurs. Jeu mobile, Rainbow Six Elite Squad. Free-to-play qui reprenait plus d'une soixantaine de personnages issus des bouquins, évidemment, des jeux Tom Clancy, et qui avait été pas forcément eu le retour escompté. C'était beau, c'était bien réalisé, mais gameplay malheureusement bancal, et puis l'histoire qui était pas fou. 8 sur 20 sur JVcom pour vous donner carrément. Pour vous dire à quel point le jeu a eu des petits soucis, et évidemment derrière on a eu les jeux avec succès qu'on connaît. On a cité Splinter Cell, évidemment, pour rester dans le côté récent, avec le remake qui est en cours du côté de chez Ubisoft. Juste pour conclure, Tom Clancy, du coup, s'est servi de bouquins pour les adapter en jeux vidéo. C'était le cas pour Rainbow Six, mais quand les jeux marchent trop bien, on fait des bouquins. C'est le cas de Ghost Recon, c'est le cas de Splinter Cell, qui a aussi une déclinaison en comics books. Bref, le mec est mort. L'homme est mort, Tom est mort, mais son héritage continue à vivre. Et c'est toujours classe de se dire, je joue pas à Splinter Cell, je joue à Tom Clancy. Splinter Cell. On espère d'ailleurs le retour de la licence que beaucoup d'attendent. Mais c'est vrai que dès qu'il y a Tom Clancy devant, on s'attend à quelque chose de techniquement très fidèle. Et tous les auteurs qui écrivent depuis, parce qu'il est mort en 2013, mais il avait déjà initié certaines choses, ont tous repris la même trame, le même ton et la même façon d'écrire les personnages. Voilà. Tom Clancy Saints Row n'aurait pas trop de sens, tu vois, par exemple. Tom Clancy GTA, j'aurais signé. Tom Clancy GTA, j'aurais signé. T'as déjà joué à des jeux de Tom Clancy? Alors, c'est évidemment des jeux de guerre la plupart du temps, Marie, donc la guerre, nous, on n'aime pas. The Division, un peu. Rainbow Six. Pas mal en 2015 ou 16, un truc comme ça. À l'époque où on envoyait une équipe française au Brésil, quoi. Lisa Shona, elle était exceptionnelle. C'était incroyable, donc ça avait été l'occasion d'y jouer, mais non, j'ai pas trop baigné là-dedans. Ouais, à part Socom qu'on a cité. À part Socom un peu. Pas trop, Lox, toi, tu es très jeu de guerre. Moi, j'ai fait The Division, Rainbow Six. C'est quoi le premier jeu Tom Clancy auquel t'es joué? Du coup, Splinter. Splinter Cell, moi aussi, c'est Splinter Cell. En fait, je pense que c'est le seul jeu Tom Clancy que j'aime bien. Non, c'est R6, c'est le pire, c'est que le jeu que vous avez vu, le premier, là, j'ai joué. En FPS, là? Ouais, le tout premier, j'ai... Celui-là en un demi-FPS, là, qu'on a... Ouais. Pour moi, c'est R6. Moi, Tom Clancy, pour moi, ça se résume à R6 et Splinter Cell. Ghost Recon, j'ai jamais fait. Et The Division... Moi, j'ai fait du Ghost Recon. The Division, j'avais joué, j'avais été perdu au bout d'un moment, j'avais pas réussi à accrocher le concept sur la durée. Voilà.
Voilà pour Tom Clancy, messieurs, dames. Merci Merci beaucoup, bien, Nanix. Nanix. Un grand homme qui nous a quittés, mais son héritage continue ici. En tout cas, voilà, on a tous ceux qui ont commencé, beaucoup de joueurs de R6 ici dans le chat. C'est Une super. licence qui continue de cartonner, aussi bien sur le plan compétitif que sur le plan du pur C'est chouette à regarder, du divertissement. Ouais, c'est. Tout à fait. Peut-être plus Et c'est qu'à jouer. chouette. Oh. Bah non, C'est mais quand je dis bon, quand je dis- j'allais dire, et c'est sympa aussi à Non, jouer. ça non, là, bah, regarde. non, quand je dis peut-être plus qu'à jouer, c'est que ça demande. Bref, je suis nul. C'est la stratégie. Ça demande de la D'équipe. stratégie Voilà. en équipe, Je c'est suis nul ça. en strat, donc je préfère regarder du R6. voilà. D'accord. Après, c'est Regarde. souvent le cas Mais c'est de... vrai que quand t'as des très bons joueurs, c'est impressionnant. Ouais. Donc en France, on en a d'excellents. Voilà. C'est souvent le cas de tous les FPS en équipe. Seulement, c'est vrai que quand on joue à Modern Warfare 2, on s'en fout un peu de ton équipe quand même, je dois bien avouer. Si, en vrai, si. Non. Soyons très clairs. Non, Très parce clair. que. On s'en bat les steaks. On joue Non, et mais puis on la fait des kills. dimension, mais non, la dimension, elle est grave différente avec les opérateurs et tout. Il y a des jeux, tu Oui, vois, mais il y c'est a ça. des jeux à clutch. Et Rainbow Six, c'est vraiment un jeu de complément avec les Ouais. opérateurs et tout. Donc vraiment, pour le coup, c'est un FPS que je trouve vraiment à part. Est-ce que Valorant ne se rapprocherait pas peut-être de cette stratégie? Ouais, Valorant, Justement, tout le monde dit que c'est entre Rainbow Six et CS, Counter-Strike. oui, CS, Donc ça essaye de faire un peu les deux avec un Bah, le design, R&D, hein. avec le design d'Overwatch. Tu Parce vois, que c'est t'as- globalement ça. T'as une grosse phase de préparation en fait dans Ouais. Valo. Ouais. Mais Donc, voilà. T'en as une, en tout cas. Valorant, c'est quand Moi, je même souhaite pas. plus du Counter-Strike dans, on va dire, en l'inspi pur, je trouve. Mais ouais, en tout cas, Rainbow Six a sa patte et a su trouver aussi son œuvre. On espère que ça. Film continue Rainbow comme ça. Six qui arrivera, parce que Michael B. Tout à Jordan fait. a signé pour Sans aucun remords et pour le film Rainbow Six qui devrait suivre. Sans dans les aucun, années il a moins. signé sans aucun remords. Aucun remords pour de signer. C'est absolument terrible. C'est comme quand j'ai dit Nanix, un grand homme qui nous a quittés. C'est absolument terrible. Parfois, l'enchaînement de certaines phrases. On va enchaîner avec l'archive du jour. On va parler des bronzés fonds du ski. C'est parti. Il reste 2 minutes, Baliba, nous dit-on. Ça va tellement vite, cette émission. 2 minutes pour parler des bronzés fonds du ski qui ont 43 ans. Leur film, évidemment, au panthéon du cinéma Tu étais français. né. Tu es Oui. né avec les Quoi bronzés fonds du Pas du ski, tout, c'est faux. évidemment. Ken Bogard. Mais c'est faux. On n'a pas le temps. Je sais. Mais c'est faux. Quel souvenir gardes-tu de ce film avant, évidemment, les Bronzés 3, qui est peut-être le climax Je vais te surprendre. de leur... T'es prêt? T'es prêt? Ouais. J'ai jamais vu un bronzé. Allez hop. Ok, Personne très Oh, bien. c'est dommage. Marie, c'est pas possible. Écoute, ils étaient venus à Serre-Chevalier en OP. À l'époque, c'était des OP déjà. Ah ouais? Et il y avait Thierry Lhermitte qui se baladait en cabriolet par moins 2 degrés La à base. Serre-Chevalier. La base, la Avec- clim à fond, je suppose. Avec tout le casting des Bronzés pour justement le film, donc enfin les films. Et ils venaient régulièrement en station de ski. Donc évidemment, je n'étais pas là à la sortie. Ah, Serre Chevalier, par contre, oui. Serre-Chevalier, petite station familiale exceptionnelle. Et du coup, on les croisait. En cabriolet. Les Bronzés, ça fait partie de ta culture ou pas, Lox? Ouais, mais j'étais très petite, donc vraiment des souvenirs vagues où je faisais haha, ça avait l'air drôle. Ah non. C'est genre, c'est ça avait. Non, mais je comprenais pas tout. C'est genre, Ah ouais. je pense que j'avais plein de nuances que je ne cernais pas. Et toi? Bah, les Bronzés m'ont sauvé d'une situation terrible. Oh. À l'époque où il faisait encore froid en France, vous savez, les portières Je m'en des rappelle voitures à à peine. l'ancienne avaient tendance à geler complètement. Et bien, c'est dans les Bronzés que j'ai appris que pisser dessus, ça permettait de résoudre tous les problèmes. C'est lourd. Il jouait à la plaine et pissait sur sa bagnole. Aucun. Oui, c'est- puis Très c'est bon vrai. plan pour J'ai- conclure tu sais, l'émission. avec un- avec un- J'ai pissé sur la bagnole de mes parents. Avec un Mais petit pour le café au coup, lit. ça Bah, nous a bravo. permis de repartir. Et Bravo. on était très contents. Bon, ma mère arrivait avec le bol d'eau chaude, dit mais pourquoi t'as pissé? Et j'arrivais avec l'eau chaude. Écoute, j'ai vu ça dans les Bronzés. Voilà ce que je lui ai répondu. L'anecdote, vous en faites ce que vous voulez. la planète. L'occasion, évidemment, de nous quitter le ciné. Merci Marie, merci Nanix, merci Lox. Merci à toi. Merci à vous tous et merci à Média en scène de nous avoir accueillis ici. Suite à suite des programmes sur le stream. Ciao, bye bye.